Défi 2022 pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle pour les décideurs et nous parlerons d'écologie et de transition écologique. À quoi va ressembler la France, l'Europe et la planète avec des enjeux majeurs, électricité, hydrogène, nucléaire. Nous en parlerons avec un sondage exclusif Kantar et notre partenaire Epoca et la revue L'Hémicycle. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'Institut Kantar et un sondage exclusif chaque mois, un thème de campagne présidentielle. Pour ce nouveau numéro, eh bien, nous allons débattre des enjeux environnementaux. Jamais ils n'ont été aussi présents dans la vie quotidienne des Français. La COP26 Glasgow en demi-teinte avec un rapport du GIEC qui nous dit que nous pourrions dépasser les 2 degrés Celsius en moyenne avec en toile de fond des questions géopolitiques et des questions très concrètes. Et on les posera à nos invités dans quelques instants. Les choix énergétiques, énergie renouvelable ou nucléaire, quelle agriculture intensive ou modèle alternatif ou plus vertueux, avec une question de fond, comment nourrir en 2050 9 milliards d'habitants. Est-ce que nous allons pouvoir vivre dans le même confort, avec le même niveau de vie? C'est la question que se posent les Français. À mes côtés, Emmanuel Rivière. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud. Ravi d'être à vos côtés, directeur international des études politiques de Kantar et ce sondage, les Français, l'élection présidentielle et l'environnement. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer et on va vous entendre dans quelques instants. Et puis dans Défi 2022, comme à chaque fois, eh bien, des éditorialistes viendront à la fin de cette émission prolonger tout ce que nous aurons évoqué sur le plateau avec mes invités pour prolonger le débat et poser des questions à nos invités. 2 femmes sont avec nous aujourd'hui. Anne Lauvergeon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Défi 2022. Alors vous fûtes présidente d'Areva de 2001 à 2011, qui était à l'époque le fleuron mondial de la filière nucléaire. On en parlera, j'en suis sûr, vous allez nous en parler. Depuis 2017, le groupe Areva, faut-il le rappeler, a été démantelé. On vous posera des questions essentielles parce que les questions du nucléaire sont des questions stratégiques, nucléaire civil et militaire. Ce sont des choix cruciaux qui nous engagent sur le long terme. On va en parler avec vous, puis ça fait écho évidemment aux propos d'Emmanuel Macron le 9 novembre, puisqu'il parle de petites EPR miniatures qu'on pourrait construire. On va en parler avec vous évidemment dans quelques instants. Et puis avec nous dans Défi 2022, autre sujet central, ce que nous mangeons. Christiane Lambert, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la FNSEA, vous êtes à l'origine agricultrice, hein, éleveuse hein, dans le Maine-et-Loire, éleveuse de porc. Vous dirigez cette institution, ce syndicat. On parlera des pesticides, la façon dont on cultive la terre, et puis l'actualité nous rattrape, puisque la PAC a été votée au Parlement aujourd'hui à une large majorité. Elle est déjà critiquée et contestée, vous en parlerez dans quelques instants. Merci en tout cas, mesdames, d'être avec nous. Emmanuel Rivière, un mot sur ce sondage dans sa globalité peut-être. Est-ce que les citoyens sont prêts à prendre ce virage? Parce que c'est la question qui se pose. On nous dit il y a un enjeu climatique, il y a une imminence, la température remonte. Est-ce que les citoyens sont prêts, en tout cas à travers les questions que vous leur avez posées? Peut-être pour donner le principal enseignement du sondage avant de rentrer dans les détails, les Français prennent conscience de l'enjeu, se disent qu'il faut changer quelque chose, nous affirment qu'ils sont prêts, mais quand on creuse un peu, en fait, peut-être
pas tant que ça. Alors peut-être maintenant rentrer dans les détails après avoir introduit les choses comme ça. Je suis vraiment très heureux d'avoir cette seconde occasion de présenter notre coproduction, puisqu'il s'agit d'un sondage Kantar, mais un sondage exclusif avec l'Hémicycle et EPOCA, réalisé il y a un mois, mais dont vous avez la primeur, puisqu'il est rendu public à cette occasion. C'est la seconde édition, et d'ailleurs c'est important de rappeler que la première enquête qu'on a rendue publique le mois dernier, qui campait un peu le décor, avait déjà établi que l'environnement faisait et ferait partie des sujets, qui seront plusieurs. Il faut oublier cette construction qui voudrait qu'il y ait un sujet qui domine la présidentielle. Il y en aura plusieurs, et l'environnement en fera partie, et il en fera d'autant plus partie que sous l'angle du changement climatique, c'est assez largement reconnu comme une réalité. Ce qui est d'ailleurs un des premiers enseignements de ce sondage. Le débat qui consiste à se demander si oui ou non il y a changement climatique et s'il y a quelque chose à faire, il est derrière nous. Le débat maintenant, il est sur comment on fait avec ça. Et l'autre point qui est très important, je pense, à avoir en tête, et ce que nous disent les réponses à cette question, c'est que non seulement 84% nous disent c'est une réalité, mais 6 Français sur 10 nous disent c'était une réalité qui est déjà là, dont j'ai fait l'expérience. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça s'est passé. Cette entrée de la question climatique dans les préoccupations des Français, elle s'est faite à travers des expériences, des choses que les gens ont vécues, ressenties, de manière sensorielle. Il fait chaud, il y a des événements, etc. Ou qu'ils ont vu à la télé et qui ont suscité chez eux des émotions. Impact, bien sûr. Et ils se sont dit, voilà, là, c'est la manifestation de ce dont on nous parle. Donc, il y a quelque chose à faire. Et lorsqu'on invite les Français à cette question, à ce débat, est-ce que du coup, il faut mettre la priorité sur l'environnement ou l'emploi, la lutte contre le changement climatique ou la croissance ? La moitié se prononce en faveur d'une priorité environnementale, un quart nous dit « oh, la croissance c'est quand même plus important ». Il y en a une partie qui ne savent pas, et en fait c'est probablement parce que là encore la question ne se pose plus pour les gens en ces termes. Sur ce point, il est important de souligner qu'en fait les gens arrivent à réconcilier les deux. Et ça, tous les responsables politiques doivent avoir en tête. Les gens veulent qu'on réconcilie les deux et se disent ces défis que représente le défi climatique dans son ensemble, c'est une source d'emploi. Et c'est aussi un moyen de résoudre ses propres craintes, ses angoisses, ses contradictions. C'est de se dire on peut en sortir par le haut. Sinon, les portes se ferment. Sinon, les portes se ferment. Après, il y a beaucoup de mécanismes psychologiques qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu angoissant tout ça. Première partie de notre émission pour donner la parole à nos invités. D'ailleurs, peut-être pour réagir à ce premier tour de table. On a choisi un titre peut-être un peu accrocheur. Vous avez le droit de le commenter d'ailleurs. Les citoyens et l'écologie, je t'aime, moi non plus. Voilà notre petite animation, ce petit carton qui devrait apparaître. Et s'il n'apparaît pas, Anne Lauvergeon, je vous ai vu réagir au terme des propos d'Emmanuel Rivière introductifs. Les Français sont prêts, ils ont pris conscience donc les climato-sceptiques ou le climato-sceptisme est derrière nous. On a tous conscience qu'on court entre guillemets à notre perte, qu'on prend des risques. Et puis on essaie de se trouver un avenir radieux en se disant après tout, l'écologie c'est aussi de l'économie verte. Vous êtes sur cette ligne-là aussi ? Bien, je pense que là vous passez peut-être de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire si je puis me permettre. Comparaison agricole. La réalité du changement climatique, elle est acquise. Ça, c'est clair, c'est net. Mais les conséquences de ce changement climatique, l'ampleur, la vitesse, je crois que ça, c'est des sujets qui seraient très intéressants de sonder et de regarder. C'est-à-dire la catastrophe, elle est dans 20 ans, elle est dans 30 ans, elle est maintenant. Et à quelle vitesse faut-il faire quelque chose ? GIEC a un discours là-dessus. Il serait intéressant de savoir ce que les Français pensent du sujet et quelle est l'urgence pour eux, l'urgence de l'action. Et on voit bien qu'il y a deux sujets aussi un petit peu différents. Il y a préserver l'environnement et lutter contre le changement climatique. Préserver l'environnement, c'est une attente considérable des Français. On a beaucoup travaillé au sein du MEDEF sur l'idée de progrès et quel genre de progrès les Français attendaient. Il y a deux grands types de progrès, c'est la préservation de l'environnement. Et préserver, ça ne veut pas dire lutter contre le changement climatique, c'est préserver l'environnement qui existe, et puis la santé. Et les deux, d'ailleurs, étant plus liés qu'on ne le pense. Donc,
je dirais, préserver l'environnement, c'est un élément très très fort. Lutter contre le changement climatique, c'est aussi une réalité. Mais moi, je serais très intéressée pour savoir la dynamique, comment ils voient les choses. Est-ce que c'est à 30 ans, on va tous mourir, ce qu'on entend parfois? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus lent? Écologique, un peu une forme de déclinisme une forme écologique. de déclinisme et même de catastrophisme, parce que si on va jusqu'au catastrophisme, il n'y a plus grand-chose à faire, sauf d'attendre de Les mourir. collapsologues, on les appelle. Oui, c'est ça, alors que je pense que c'est l'action qu'on attend et que les Français attendent. Et ils attendent, et on le voit dans votre sondage, ils attendent plus ou moins des politiques. Hein. Et ils cherchent des solutions. Et ils cherchent des solutions par eux-mêmes. En deuxième partie, peut-être qu'on sera un peu douché par ce qu'on dit, parce qu'on va voir que les Français sont à la fois très conscients de ce qui se passe et parfois un peu étriqués dans la volonté d'agir individuellement. Christiane Lambert, il y a la notion de durée dans ce qu'évoque Anne Lauvergeon, délai de changement. Moi, j'ai envie de dire cet été, tout autour de la France, des sécheresses, des inondations incroyables. C'est là, c'est à notre porte. New York, le métro inondé. Enfin, je veux dire, c'est pas loin de nous. Et le monde agricole est impacté. C'est chez nous. C'est chez nous. Le gel historique que nous n'avions jamais vu. Toutes les régions touchées, moins 30% de récolte de vin. Et les images choquent. Les Français sont sensibilisés. Pourquoi? Quand ils ont vu les braseros dans les vignes, les agriculteurs qui allaient allumer des feux la nuit pour protéger leurs vignobles, qui aspergeaient, qui arrosaient leurs fruitiers pour enrober les bourgeons d'un cocon, d'un igloo de gel pour pas que ça gèle. Ces images-là ont choqué. Il y a eu des départements qui ont 3 années de suite de sécheresse. Alors vous parlez de la Californie qui a brûlé. Il y a eu effectivement une accumulation. Ça, il n'y a plus de climato-sceptiques en agriculture. Et depuis bien longtemps, parce que notre entreprise à nous, elle n'a pas de toit. Et chaque année, on vit ces éléments-là. Alors ce sont les inondations ici ou là, on les a vues aussi dans le nord de la France, tout comme en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas. Le nord de la France a été touché. Ce sont les incendies dramatiques dans le Var, rappelez-vous, qui ont brûlé de façon très importante. Mais est-ce que le monde agricole, est-ce que les agriculteurs que vous représentez ont conscience de l'urgence climatique? Parce que c'est la question. Est-ce que si on continue avec les mêmes modes de production, on arrivera finalement aux mêmes conséquences? Plus que conscience, c'est-à-dire qu'on agit déjà. Vous voyez, je vous ai amené mon rapport de 2020, c'est l'année dernière. Donc c'est le rapport d'orientation qu'on a mis sous forme de livre. Et faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'agriculture vis-à-vis du climat, elle est à la fois cause, victime et solution. Elle est cause, comme les autres secteurs. Nous sommes 3e secteur émetteur. Elle est victime parce que notre usine n'a pas de toit et donc on a tous les phénomènes climatiques en direct sans protection. Mais elle est aussi solution et à de multiples titres. Elle est solution avec la captation de carbone. La photosynthèse permet de capter du carbone par les plantes autant que par les forêts. Un hectare de maïs capte 2 fois plus de carbone qu'un hectare de forêt et on sait le stocker. Il faut certes le capter, mais il faut le stocker. Les sols sont de fabuleux capteurs et stockeurs de carbone. Donc nous sommes des climato-acteurs. Le maïs, souvent critiqué, pour sa très grande consommation en eau. Oui, mais critiqué, qu'est-ce qui n'est pas critiqué en France? On a parlé du nucléaire tout à l'heure, je pense que c'est pas mieux en termes de totem. Donc nous captons et nous stockons. Ici, ça stocke rien. Dans la rue, ça stocke rien. Nous captons, nous stockons. Nous produisons des biocarburants. Nous produisons de la biomasse. L'intérieur des voitures, aujourd'hui, est en lin, en chanvre. Les isolants sont naturels. Les produits cosmétiques sont de plus en plus... Ils existent. Oui, mais n'empêche que la recherche, aujourd'hui, permet, avec la chimie verte, d'avoir des alternatives. Regardez comment les publicitaires se sont emparés du mot naturel vers biomasse. Donc, nous sommes au travail et nous agissons déjà. Nous avons réduit de 8% les émissions de gaz à effet de serre en l'espace de 20 ans. C'est leader en France en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a encore du boulot, mais on a déjà commencé. Et les innovations aujourd'hui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est important. Anne Lauvergeon. Sur le sujet, un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Feed the Ground et qui montre qu'effectivement, il y a des solutions connues, développées par l'INRA d'ailleurs. Il y a tout un chapitre du documentaire sur comment les Français sont bons parce qu'ils ont vraiment théorisé ce qu'il fallait faire au sol sur le sujet. Donc on sait faire. Et on sait que ce n'est pas des pourcentages considérables de sol. On a été un peu obsédé par les forêts. Un sol bien traité peut effectivement être un formidable capteur de CO2. Les prairies, la moitié de la surface française est en prairie, 13 millions d'hectares. Ce sont des fabuleux stockeurs de carbone. Et donc nous avons cette possibilité, parce qu'on ne les retourne pas, les prairies naturelles, dans les estives, etc. Et dire aussi que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, même à Glasgow, cela a été dit à la COP26, le défi, c'est de nourrir 9 milliards bientôt, 7,5 milliards aujourd'hui, et il faut conjuguer
assurer la sécurité alimentaire, produire suffisamment dans un contexte de changement climatique. Donc l'équation est beaucoup plus compliquée. C'est un et enjeu. bien sûr, qu'a dit le GIEC le 9 août? Le GIEC a dit le premier risque du réchauffement climatique et du changement climatique, c'est la rupture de la chaîne d'alimentation. Les rayons vides, les pénuries, c'est la psychose. On a vu pendant le premier confinement, les Français ont eu peur de manquer, on fait des stocks, plus 300% de pâtes, plus 250% de sucre dans les placards des Français, et du papier toilette aussi quand même. Voilà. Mais regardez les rayons vides en Angleterre, la psychose que ça crée. Et c'est à la COP21 que l'agriculture est apparue comme secteur essentiel, parce que le déplacement des populations, faute d'alimentation, amplifie les dégâts sur les sols et autres. C'est le même enjeu sur l'énergie. C'est-à-dire comment on va trouver suffisamment d'énergie pour 7 milliards et demi d'habitants et bientôt 9. Donc nourrir, chauffer et puis également trouver de l'eau pure et la sanitation correspondante, c'est les enjeux de base de la planète. Et tout ça, effectivement, le changement climatique pose des problèmes qu'on n'avait absolument pas anticipés. Je voulais préciser, quand vous avez quitté Areva, vous étiez très engagé aussi sur l'idée d'un modèle hybridé, c'est-à-dire du nucléaire, et ça c'est le débat évidemment du jour, mais à l'époque vous le portiez, et sur le renouvelable, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait faire cohabiter. Et ce n'est pas changé. Et vous n'avez pas changé. Du tout, et je le pratique, et je vais vous expliquer comment. Emmanuel, peut-être on commence par quoi? Par le nucléaire ou l'agriculture? Parce que vous avez concentré à travers des slides. On peut tout faire. On peut tout faire. Et ce qui est formidable avec Emmanuel, c'est qu'il est d'une souplesse, d'une agilité. Si on commençait par l'agriculture, et puis on bascule sur le nucléaire. Commençons par l'agriculture. Parce que c'est des thèmes, évidemment, les Français, ils sont sensibles. Commençons donc par l'agriculture, ça tombe bien, c'est à peu près ce qui est à l'écran, mais on va pouvoir montrer des chiffres, puisque Mme Lambert, puisqu'il y avait plusieurs questions qui portaient sur l'agriculture dans notre enquête qui est ne résiste pas, j'ai envie de dire, extrêmement riche. On vous a fait une petite sélection dans cette slide, une sorte d'assiette de dégustation de toutes ces dimensions qui viennent de deux questions en fait. Une première qui consiste à demander ce qui est acceptable ou pas acceptable en termes d'évolution, et justement l'idée de consommer moins de viande, ça fait partie des sujets sur lesquels ça coince un peu, où on trouve des proportion significative de Français qui se disent non, là j'aurais du mal. C'est d'ailleurs assez générationnel, hein, les plus âgés ont plus de difficultés. Et puis il y a aussi une autre question sur une série de propositions qui pourraient émaner des candidats. Et on a demandé aux Français, est-ce que si quelqu'un propose ça, ça va vous inciter ou pas à voter pour lui. Et c'est vrai que le paquet qu'on présente ici, ça fait partie des mesures qui sont plutôt incitatives. Il y en a beaucoup qui sont en dessous de ces niveaux, 50%, voire un peu plus. On retrouve quelque chose auquel vous avez fait évidemment référence, qui est la question de l'artificialisation des sols. Là, pour le coup, les Français, ça leur parle. Et c'est assez frappant de voir comment des termes techniques peuvent y compris être appropriés comme celui-ci. Mais il y a aussi une autre question qui est celle de quelque part la protection de notre modèle qu'on retrouve à un autre moment de l'enquête. On veut bien faire des efforts, on veut bien demander à nos entreprises de faire des efforts, mais qui nous prémunit contre une forme de dumping environnemental et concurrentiel? Les pays qui viennent hors Union. Et des pays hors Union, en tout cas deux pays, c'est comme ça que les gens raisonnent, qui n'auraient pas les mêmes critères. Mais il y a des choses qui sont plus directement adressées au modèle agricole, ou en tout cas tel qu'on le perçoit. Le souhait de limiter l'agriculture intensive, l'idée de limiter l'usage de produits phytosanitaires, parle aussi à cette moitié des Français qui nous dit « Ah, si un candidat me dit ça, ça m'intéresse ». Christiane Lambert, et interdire l'usage des produits phytosanitaires, si mes chiffres sont bons, Ecophyto annonçait une baisse de 50% du volume d'épandage des produits pesticides. On en est très loin. C'est-à-dire que le monde agricole continue, pour des raisons économiques, j'imagine, pour maintenir ses rendements, à épandre des pesticides. Bien sûr, mais c'est nécessaire. Le Sri Lanka qui avait décidé de supprimer les pesticides, à des famines, a décidé d'arrêter, de dire on va être un pays 100% bio. Ils ont eu des émeutes de la faim. Il y avait une dépêche AFP hier, j'imagine que vous l'avez lu, qui dit on a besoin de produits de traitement des cultures, surtout avec le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, c'est plus de chaleur. Ça sert à rien, ça ne marchera pas. C'est vous qui le dites ça. Non, moi, je ne le dis pas. Moi, je ne le dis pas. Je dis, Sarkozy a mal annoncé les choses en 2007, en disant il faut réduire de 50% sans dire comment on va faire. C'est facile, hein. Toc, réduisez de 50%.
il n'y a pas de solution. Donc c'est tant impossible, pis. vous dites c'est compliqué. C'est compliqué. Mais par contre, au niveau européen, la France est reconnue comme un des pays qui a fait le plus d'efforts avec des plans éco-phyto, où nous avons réduit, par exemple, en 2 ans, de 15% les produits les plus toxiques, ceux qui sont classés toxiques 1, et de moins 9% ceux qui sont classés toxiques 2. C'est vrai. Donc les Français font plus d'efforts que les autres. Il y a plus de consommation mais avec des produits moins dangereux. C'est globalement ce qui s'est passé. Il y a moins de consommation et avec des produits moins dangereux. Il faut dire les deux, parce que les CMR1, c'est les moins dangereux, c'est ceux qui baissent le plus. Nous avons plus d'agriculteurs en agriculture biologique. Nous avons une augmentation de l'agriculture biologique en France, de l'agriculture à haute valeur environnementale, certification officielle. Donc ça, c'est fait. Et on y travaille. Et les innovations, et d'ailleurs le président de la République, quand il a parlé de France Relance, France 2030, il a parlé que la robotique et la génétique devaient aider aussi à sortir de la chimie. Ce que personne n'avait dit jusque-là, pardon. Mais on arrivera à évoluer aussi si on a des variétés plus résistantes, qu'on sait sélectionner aujourd'hui, des animaux plus résistants, et si on a aussi, par exemple, des robots pour désherber au lieu d'avoir de la chimie. Donc ça, c'est des innovations qui sont vertueuses. Je ne suis pas surprise de la demande de limitation de l'artificialisation des sols, parce qu'en France, on perd la surface d'un département français tous les 7 ans, avec les routes, les villes, les aires industrielles, etc. Ça, c'est de la perte de biodiversité nette. Et il faut en même temps loger les Français. Et il faut en même temps. Donc c'est pour ça que, par rapport à vos débats de tout à l'heure, est-ce que c'est ou ça, c'est et. Il faut et protéger l'environnement, et protéger la biodiversité, et réduire les phytos, et nourrir les Français et les Européens. Et monsieur, je vois que vous êtes très attaché à la qualité de l'alimentation. Vous savez oui, sûrement, mais c'est bien, moi aussi. Vous m'avez percé. L'agriculture et l'alimentation à la française sont reconnues comme les plus durables au monde. Vous allez à l'autre bout de la planète, et Anne doit y aller plus souvent que moi, on vous parle toujours de la gastronomie française. En France, on a réussi à conjuguer la production d'alimentation, le savoir-faire, les traditions, les grands chefs qui ont imprégné, irrigué. On dit les gens mangent moins de viande. Déjà, ils mangent moins de viande aujourd'hui. Moins 12% de consommation de viande sur les 10 dernières années. Parce que les médecins ont considéré que c'était pas si bon d'en manger tous les jours comme le faisaient nos grands-parents. Nous sommes en dessous. La force de la nourriture française, je dirais en voyageant beaucoup, c'est que nos produits ont du goût. C'est très difficile à définir, mais aux États-Unis, la nourriture n'a pas ce goût. D'ailleurs, je pense que les gens mangent beaucoup parce que c'est vide. Ça n'a pas d'intérêt. C'est fade. Partout où l'on va, c'est la gastronomie à la française. Et parfois, certains disent, mais quand même, vos compatriotes sont un peu ingrats parce qu'ils n'arrêtent pas de vous tirer les verres du nez, là. Mais vous êtes quand même, vous, les agriculteurs français et les chefs et les artisans des métiers de bouche, qu'il ne faut pas oublier, des gens très vertueux. Juste d'un mot, parce que j'aimerais entendre aussi Anne Lauvergeon, parce que la scientifique, sur ce rapport entre la science et les citoyens, parce que quand les Français disent dans ce sondage limiter l'agriculture intensive, comment vous l'entendez quand les Français disent ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire au fond? Parce qu'il y a il y a aussi beaucoup de mots, des mots totems. Hein. Qu'est-ce que c'est l'agriculture intensive? Pour vous, c'est quoi? Non, mais je vous pose la question. Oui, mais justement, les gens disent c'est un truc. Alors, Jadot a dit, moi, mon leitmotiv, c'est réduire l'agriculture intensive. Ok, monsieur Jadot. Mais pour nourrir des Français. Vous êtes rentré dans la campagne présidentielle sans qu'on vous le demande, là. Oui, mais lui et d'autres. Hein. Je crois quand même que ça fait un peu partie du jeu. Intensif, non, vous dites, c'est quoi? C'est un mot totem, ça veut rien dire. Mais c'est comme si on disait, je ne veux pas. Je vais vous donner un exemple. Les gens disent, ouais, industriel, ça a une connotation négative. Aujourd'hui, les Français achètent presque plus de carottes râpées que de carottes à râper. Ils ont plus le temps. De salade. Oui, mais c'est industriel du coup. Et il y a des conservateurs pour que ça dure longtemps dans la barquette. Plus de salade 4e gamme que de salade à préparer. Tatata. Donc il y a des espèces de totems comme ça. L'agriculture intensive, quand on parle de végétal, ça veut dire une agriculture qui utiliserait beaucoup d'intrants, etc. Le GIEC parle de productivité, c'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup, parce qu'il faut nourrir beaucoup. Si on produit moins, on produit de la faim. Alors vous dites déjà, que le modèle alternatif ne peut pas nourrir l'ensemble de la planète. Pas l'ensemble de la planète. L'agriculture bio ne peut pas nourrir l'ensemble de la planète, mais entre l'intensif et le bio, il y a des dispositifs intermédiaires qui marchent très bien. Je voudrais faire une passerelle, parce que là, le débat que l'on a fait totalement écho au débat qu'on va avoir en deuxième partie sur le nucléaire, parce que ça va être à votre tour de parler de ce... Ah ben oui, le débat renouvelable nucléaire pose à peu près les mêmes questions, notamment pendant cette campagne présidentielle. On vous dit, pas complètement, on peut tout remplacer. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec le parallèle. Quand vous voyez des champs d'éoliennes, quand vous voyez ce qu'on appelle des fermes solaires, je peux vous assurer que c'est vaguement intensif. Hein. Donc l'idée que le renouvelable ne serait pas intensif et que le nucléaire serait intensif, oui, dans le sens, si l'intensif veut dire qu'on produit beaucoup avec très peu d'espace,
Mais sinon, l'intensivité, je trouve, ça fait partie des tabous, des mots. Moi, je dis des mots un peu valises. On ne sait pas très bien ce qu'on met dedans. Limiter l'agriculture intensive, a priori, tout le monde est pour. Moi, je suis pour, mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. On sent bien, ça veut dire limiter une agriculture où il y a trop d'intrants, trop d'engrais, trop de pesticides, trop de chimie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Christiane. Je pense que la physique va remplacer la chimie dans beaucoup de sujets. Alors, moi j'adore, je suis une physicienne et je suis une chimiste aussi, donc je devrais aimer les deux, mais moi je m'aperçois de ça dans tout. La santé humaine, par exemple. Les gens vont préférer des solutions physiques. Moi j'ai investi dans une entreprise qui fait des petites machines qui émettent une lumière qui permet de s'endormir. Eh bien, je suis persuadée que les Français préfèrent ça à l'idée de prendre des somnifères. Donc, l'idée que la physique, alors ça peut être des robots, ça peut être des solutions de toutes sortes de gens, mais on est, je pense, en train de rentrer dans le 21e siècle de la physique après avoir été dans le 20e siècle de la chimie. Alors, c'est pas dire que la chimie va disparaître, mais il y a plein de solutions physiques qu'on n'a pas encore totalement explorées, qui vont venir avant de décrire. Pour les peintures, aujourd'hui, quand on va dans un magasin de bricolage, les peintures aussi, sans ci, sans ça, etc. La chimie est en train de quitter beaucoup de domaines. C'est vrai. Pas que. Alors l'agriculture, bien sûr, mais pas que. Et la difficulté, c'est qu'il faut quand même produire suffisamment pour nourrir une population en croissance, et avec moins de sol. Moins de sol, un climat qui change, moins de chimie. Reconnaissez que l'équation est compliquée. C'est un casse-tête, mais toutes les solutions sont dans ce livre-là. Je vous en recommande la lecture. Oui, mais on va le prendre avec Emmanuel. Non, ce que je voulais dire quand même tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat présidentiel, il y a ceux qui disent on arrête le nucléaire, on va arriver sur la partie nucléaire, puisque les Français ont été interrogés, et on pourra le remplacer par une énergie renouvelable, c'est-à-dire on appuiera sur le bouton et cette énergie sera verte. Est-ce que ça, vous qui êtes scientifique, vous qui avez été patronne d'Areva, vous dites c'est un doux rêve? Je pense que les rêveurs sur le sujet vont atterrir cet hiver. Nous sommes, je sais pas, je trouve ça d'ailleurs assez stupéfiant. Des coupures, On est aujourd'hui dans une situation que tout le monde a l'air d'ignorer. Alors il y a eu un chèque énergie pour 39 millions de Français. En fait, quand on regarde, c'est les 39 millions de Français qui ont moins de 2 000 € par mois. Bon, ceux qui sont au-dessus souffrent quand même de la montée de l'énergie. On ne se rend pas compte. Là, on a une nouvelle hausse qui a été déclenchée par les événements entre la Biélorussie et la Pologne sur les migrants. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec l'énergie. Le gaz passe on là, a du mal à le... Oui, enfin, le gaz, il n'a pas été arrêté. Mais tout ça donne le sentiment que la géopolitique aujourd'hui est de plus en plus complexe. Si vous regardez le prix spot de l'électricité ou du gaz pour décembre, là, je ne parle pas dans un mois, on est à 230, 240 € le mégawattheure. On ne l'a jamais vu. Donc, alors l'hiver commence à être un peu froid là. Donc, j'espère qu'il va j'espère, je ne sais pas si les agriculteurs souhaitent avoir un hiver non froid, mais froid. Et c'est meilleur pour le parasitisme. Ça tue toutes les. Oui, et bien, ça va faire monter encore plus les prix. EDF a fait annoncer par RTE hier que 5 réacteurs étaient mis en arrêt supplémentaire. Pour des raisons quoi, de vérification, de contrôle? Pour des raisons de grand carénage. C'est vrai que les arrêtés juste avant l'hiver, très franchement... Donc vous nous prédisez quoi? Des coupures? Des risques de coupures? Non, je dis qu'on est déjà dans une crise énergétique, c'est-à-dire qu'on est en train de dire « Oh ben moi finalement telle énergie, pas telle autre, etc. » On est dans un mix énergétique dont on va pouvoir parler, mais de toute façon, en Europe, je parle de l'Europe en général, on est rentré dans des prix de l'énergie extraordinairement élevés, qui d'ailleurs risquent de mettre en péril le redémarrage économique post-Covid. Qui va freiner évidemment Et alors, ça atteint beaucoup la Chine. On regarde la Chine comme ça d'un peu loin. La Chine vient d'arrêter un certain nombre de ses installations industrielles, faute de charbon, faute de gaz. Donc on est dans une situation où l'énergie apparaissait comme quelque chose quasiment qui sortait du mur, c'était totalement évident comme et on pouvait se permettre... Robinet, Et ben oui, là je crois qu'on va se réveiller, je ne le souhaite pas, je souhaite une chose, c'est que ça s'arrange. Mais là les prix attendus sont très inquiétants. Christiane Lambert, un mot et ensuite Emmanuel Rivière, parce qu'il y a un focus sur le nucléaire. Il y a un parallèle. La Chine achète aujourd'hui 30% du blé américain. La Chine achète 25% du soja mondial. Jamais le soja n'a été aussi cher qu'en ce moment, jamais le blé n'a été aussi cher qu'en ce moment. Le gaz a explosé, Poutine a la main sur le robinet. Les engrais ont augmenté de 100%, même plus, en 6 mois.
C'est-à-dire qu'on risque de manquer d'engrais pour cultiver nos plantes au printemps. Donc la flambée des matières premières, elle touche tous les intrants, elle touche aussi le bois, l'acier, le machinisme agricole a augmenté, les constructions augmentent. C'est-à-dire que le redémarrage de l'économie se fait dans des conditions totalement désorganisées. Le fait que la Chine ait sa stratégie et fonce et accélère avec des taux de croissance qui font pâlir d'envie, crée un déséquilibre très important. Vous décrivez un paysage sombre, d'un côté énergétique et un monde agricole qui va peiner financièrement à pouvoir vivre. Et les matières premières en général, avec des shortages de composants. Donc quand j'entends l'espèce d'ambiance en ce moment consistant à dire c'est formidable, la reprise, tout va bien, 6% de croissance, et puis on va faire plus et on est en tête, etc. Je me dis qu'on a des basiques et qui nous sont imposés, effectivement. Le gaz, c'est Poutine. Bon, on a un système qui nous est imposé qui va nous contraindre sur le plan économique de manière très forte et sur le plan des individus. C'est-à-dire que quand on a une hausse des prix de l'énergie, c'est pour tout le monde. Alors on peut faire un chèque énergie de 100 €. Je crains que ça ne soit pas forcément suffisant. Malheureusement pas suffisant. Pas pour les entreprises. Christiane Pour les particuliers, rien pour les entreprises. À ce stade. Écoutez Emmanuel Rivière, vous allez voir, c'est passionnant parce que tout ça fait écho. On parlera peut-être du monde agricole qui commence à mettre des panneaux solaires sur ces hangars pour essayer de trouver une source de revenus. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Bon, bah, écoutez, je suis un peu en retard, mais en tout cas, ça se développe de plus en plus. Sur mon toit, j'en ai depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et vous gagnez de l'argent avec? Oui, bien sûr. Ah oui. Donc vous le remettez Et dans le le soleil réseau. brille tous les matins et j'ai rien à faire. Le Ça brille, Maine-et-Loire, ça c'est paye. connu. C'est une région où le soleil brille quasiment tous les jours. Avec le changement département climatique, très- de mieux en mieux. De mieux en mieux, c'est vrai. Emmanuel, allez-y. Je trouve que vraiment le parallèle entre l'agriculture et l'énergie est intéressant à la fois pour les similitudes et les différences, parce que dans les deux cas, en fait, il y a une demande qui est faite de la part des Français qui dire changer. Ça doit évoluer. Dans les deux cas, on est très très peu habitué à l'idée qu'il pourrait y avoir rupture d'approvisionnement. Et évidemment, il faut changer sans mettre ça en question. Il y a des éléments de fierté, évidemment, autour du modèle agricole et de ce qu'il produit. Il y a eu des éléments de fierté qui sont peut-être un peu plus chahutés autour du nucléaire. Mais il y a une vraie différence, c'est que autant sur l'agriculture, les gens, à tort ou à raison, ont l'impression de voir à peu près clairement, mais parce qu'il y a un rapport de consommation et quotidien, un rapport générationnel. Plus aussi. compliqué pour le très nucléaire. nombreux à être, on est d'ailleurs tous descendants de paysans, quelles que soient les générations où on remonte, ou très très nombreux. Il y a une différence quand même avec le nucléaire, c'est peut-être ce qui est illustré d'ailleurs par ce point que je partage de l'enquête, que je partage absolument. On nous a fait aussi une petite compilation. L'arbitrage, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable de développer le nucléaire? Contrairement à l'histoire de manger moins de viande, où là tout le monde répond, là on a 15% de non-réponse en fait. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête. Le monde de l'opinion publique autour du nucléaire ne se partage pas entre les pour et les contre. La plupart des gens ont besoin d'être éclairés, sans mauvais jeu de mots. Que sur le modèle agricole. Non, c'est moins clivant que sur le modèle agricole. Et voilà, quand on leur demande, là encore, de s'intéresser aux propositions des candidats et de discriminer ce qui pourrait être incitatif, oui, il y a une préférence sur le développement des énergies renouvelables que sur l'investissement dans l'énergie nucléaire. Il y a une vraie question qu'on se pose autour de cette énergie qui a été à un moment un élément patriotique de fierté, qui est sa durabilité. Et puis l'autre question, c'est effectivement à quel moment on peut changer de bouton ou passer d'un à l'autre. Anne Lauvergeon, qu'est-ce que vous inspire ce sondage? Avant le sondage, je dirais qu'il y a un grand mouvement quand même qui est un peu qui sous-tend tout ça. C'est le fait que l'électricité est en train de devenir le vecteur de l'énergie. Pas du tout évident, hein. Et je vous rappelle que l'électricité, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le chauffage électrique, contre les voitures électriques, tout ça parce que dans l'idée, en particulier des écolos, l'idée c'était ça va pousser le nucléaire, parce qu'il faut une grande quantité d'électricité. Ça, cette bataille-là, elle est terminée. Tout le monde sait, tout le monde admet qu'effectivement, et je pense que le rapport à l'électricité a beaucoup bougé grâce aux smartphones, aux tablettes, aux ordis, etc. L'électricité, c'est partout. Donc l'électricité est devenue le vecteur absolu de l'énergie. Donc ça, c'est la révolution. Deuxième révolution, le charbon est devenu la bête noire, avec juste derrière le pétrole et le gaz.
Et ça, c'est aussi tout à fait nouveau. Même parce si on que- continue à prélever dans certaines mines, je pense à l'Australie, je mais pense à la bien Chine, sûr, on mais bien continue à sûr. prélever du charbon. Mais bien sûr, des gros, très gros producteurs de charbon. Donc ça, c'est une évolution qui est aussi extrêmement récente. Moi, je suis frappée par la vitesse à laquelle ça va. Moi, j'ai fait un livre en 2009 qui s'appelait La troisième révolution énergétique, parce que je pensais que effectivement, nous entamions une révolution, une transition énergétique. À l'époque, c'était très original de dire il va falloir produire de l'énergie avec moins de CO2. Donc, le problème, c'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz, et il va falloir faire plus d'énergie à partir de renouvelables et à partir de nucléaire, et puis faire des économies d'énergie. Tout ça, et du stockage, tout ça, ça paraissait comme... Donc, la vitesse d'évolution est incroyable. Ce que je trouve très intéressant en France, c'est de voir que le nucléaire, alors le nucléaire, il serpente. Alors il serpente effectivement à travers, c'est Fukushima. Bien sûr. Fukushima 2011, je rappelle que ce n'est pas le tremblement de terre qui a mis les centrales là-bas, c'est le tsunami qui a suivi derrière. La grande vague qui est venue Grande inonder. vague qui est passée par-dessus une barrière qui n'était pas bien haute, très franchement, c'est là l'erreur d'ailleurs. Et puis un certain nombre d'actions qui n'ont pas été les bonnes prises par les Japonais parce qu'il fallait refroidir. À partir de là, il y a eu un désamour européen extrêmement fort. Les Allemands ont arrêté une partie de leurs centrales. Et puis il y a eu une ambiance Les générale. Français, Fessenheim. Les Français, Fessenheim c'est récent, c'est Non, mais 2017. j'entends, mais enfin, on est dans cette Et idée. puis on a dit finalement l'industrie nucléaire française, c'est ringard. Hein. Et au lieu de renflouer, parce que tout s'est arrêté après Fukushima, il y avait 2-3 ans difficiles, en particulier avec une baisse du prix de l'uranium, de l'enrichissement, enfin de tout ce qui faisait la vie d'Areva, on a fait un choix très étonnant. On a attendu 6 ans pour renflouer Areva, alors que tous les concurrents d'Areva ont été renfloués immédiatement et on l'a coupé en deux. Donc, je ne pense pas que c'était de la politique industrielle très, très astucieuse. Mais est-ce que vous avez... En tout cas, on a perdu notre première place qui était reconnue et admirée. Dans le débat présidentiel qui est posé aux Français, et on en parlera tout à l'heure, puisque les Français sont interrogés dans ce rapport aux candidats par rapport à leur position, c'est est-ce que le nucléaire doit continuer à être l'énergie fleuron qui fera que quand on allumera la lumière, ou est-ce que vous dites, vous qui pensiez à ce mix, il faut encore plus accélérer sur le renouvelable? Parce que c'est le débat posé par Emmanuel Macron le 9. Oui. Il développe le renouvelable tout en disant on va faire des petits EPR, on va tout... Et l'hydrogène. Et quand on voit l'EPR de Flamanville, excusez-moi, on n'est pas motivé à en fabriquer des petits. Je dirais deux choses. La première, c'est qu'un mix énergétique, c'est à base d'infrastructures de l'énergie. Bon. C'est des choses très lourdes, c'est des investissements colossaux. Oui. On ne peut pas en changer toutes les législatures, toutes les mandatures, dire 5 ans après, non, je vais faire différent et je vais redémarrer. Ceux qui ont fait ça, ce sont les Allemands qui ont fait du nucléaire, puis ils ont voulu l'arrêter, puis ils ont redémarré, puis ils ont voulu l'arrêter. Enfin, c'est quand même un sujet très très compliqué. Donc les allers-retours sont complexes. Il faut avoir une certaine visibilité. Bon. Construire une centrale nucléaire, c'est quelque chose de l'ordre de 60 ans. Donc ça veut dire que c'est effectivement un engagement très lourd. Notre parc est à bout de souffle, enfin, il est en limite. Il n'est pas du tout à bout de souffle. Les centrales nucléaires les plus anciennes sont les premières, ce sont les centrales nucléaires américaines, et elles ont vu leur durée de vie. On peut encore rallonger. Tout à fait, moyennant un certain nombre d'améliorations, on peut tout à fait les étendre. Alors une fois qu'elles existent, ces centrales nucléaires, c'est la façon de produire de l'énergie pas cher, et surtout ce que fait le nucléaire par rapport au renouvelable, et c'est pour ça que les opposer m'a toujours semblé absurde. Une énergie renouvelable, que ce soit des éoliennes, du solaire, ça marche quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Le nucléaire, ça marche tout le temps, sauf quand on change le combustible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a besoin d'électricité ce soir, sans se poser la question de savoir s'il y a assez de vent dehors, et il n'y a plus de soleil, ça c'est clair, ce soir, en fait, la seule façon pour avoir que du renouvelable, ça serait d'avoir des moyens de stockage d'électricité en grande quantité et de manière économique. Et ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. Certains travaillent sur le sujet, mais on n'arrive pas à stocker. Là-dedans est absolument... On a absolument besoin de le faire. Ouais. Bon, le deuxième défaut, entre guillemets, des renouvelables, c'est que ça occupe beaucoup de terrain. Ça, c'est bon. Pas si écolo que cela, je pense aux éoliennes. Enfin, quel est votre point de vue sur les... Moi, je suis pro-éolienne, j'ai aucun problème. Je constate. Nucléaire, vous faites beaucoup d'énergie sur très peu de... Ouais. L'inconvénient des renouvelables aussi, c'est tout ça, c'est des sources non françaises.
Les panneaux solaires sont quasiment tous chinois. Et viennent de Chine avec le CO2, des problèmes de recyclage et tout ça. Et les éoliennes, même chose, elles ne sont pas très françaises. Il y a un autre sujet. Christiane Lambert. Aussi. Tout à l'heure, vous disiez les Français sont conscients, sont prêts, mais ne savent pas quoi faire. Déjà, ils pourraient accepter d'avoir des éoliennes à côté de chez eux, d'avoir des méthaniseurs à côté de chez eux, parce que tout le monde dit qu'il faut des énergies renouvelables, mais vous avez vu l'espèce de tollé qui est en train de se lever contre les éoliennes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut faire Acheter des produits français, c'est limiter l'acceptation sociale. Parce que les éoliennes, aujourd'hui, il y a des vents de protestation qui se lèvent, des querelles politiques énormes. En mer, notamment celles qui sont sur Donc c'est un peu facile de dire aussi, on attend que plus. les politiques décident. Quand les politiques décident, il faut des énergies renouvelables, pas chez moi. C'est-à-dire qu'ils aiment bien l'alimentation de proximité, mais ils n'aiment pas la porcherie de proximité. Vous voyez, c'est pareil pour les éoliennes. Quand vous voulez construire un bâtiment agricole aujourd'hui, vous avez tout de suite des gens qui disent « Non, je ne veux pas chez moi ». Mais je veux du cochon local, français, petits élevages. Vous êtes favorable, mais sur le plan de la vie quotidienne, il y a des Français qui disent ça fait du bruit, on plante du béton sur 3 mètres, enfin il y a un sujet quand même. On veut des éoliennes, mais pas chez soi. Mais alors, moi je pense que le sujet, c'est qu'on va avoir besoin de toutes les sortes d'énergie. Voilà, alors, la force des renouvelables et du nucléaire, c'est que c'est domestique, c'est en France. Donc c'est indépendant des évolutions. Une fois que c'est arrivé, c'est en France, exactement. Oui. Et on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. C'est-à-dire que dans tous les schémas, alors certains schémas, comment ça s'appelle, négawatts, etc. Alors là, on prévoit. Mais comment est-ce qu'on va faire les serveurs? Comment on va continuer à digitaliser la société? Je ne sais pas. Donc, on va avoir besoin de plus d'électricité, c'est parfaitement clair. Il faut l'économiser au maximum, mais il faut arrêter les guerres de religion. Moi, j'ai toujours... Alors, c'est très compliqué parce que quand vous dites sur nous, je suis traditionnellement écolo, je suis pro-nucléaire, vous êtes immédiatement un traître. Quand vous venez de l'industrie nucléaire et vous dites je suis pour les énergies renouvelables, vous êtes un... Moi, j'ai tout entendu là-dessus. Comment je pouvais être pour les énergies renouvelables? Position très instable, donc, en effet. C'est une guerre de religion, il faut arrêter. Protestants, catholiques, on s'aime tous. Mais donc, ça veut dire que vous êtes pour... Attendez, pour qu'on soit clair, vous êtes pour un mix énergétique dans lequel cohabitent des énergies renouvelables sur lesquelles l'État investisse et que, excusez-moi, vous avez dirigé Areva, on a le sentiment aujourd'hui que le fleuron mondial français, il a disparu sur le nucléaire. On n'est plus les leaders mondiaux. Il reste 2 sociétés séparées, on n'est plus leader mondial, c'est vrai, je le regrette. En fait, on avait pris un modèle qui a été imité par nos concurrents, c'est-à-dire l'intégration. De A à Z. Le Nespresso, exploitation, la retraitement. Avec le café, c'était assez simple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on a coupé en deux. On a coupé en deux. Après tout, c'est l'État fait ce qu'il veut. C'est sa propriété. Et puis, je pense qu'il faut continuer sur le nucléaire à faire un énorme travail pédagogique de transparence. Il faut en parler plus, d'investissement. Et puis, attirer des jeunes. Là aussi, on n'a pas tout fait pour les attirer. Donc, il faut des jeunes très bons. Il n'y a pas de mystère. C'est impressionnant, les similitudes. Mais déjà, regardez la transformation qu'est en train de faire Total avec Patrick Pouyanné. C'est-à-dire que Total, c'était du pétrole et de l'huile de palme. Et aujourd'hui, il est en train de faire Total Énergie avec la totalité des énergies renouvelables. Donc, c'est pas ou, c'est et. Et c'est vrai aussi en agriculture. Il faut de l'agriculture biologique et il faut de l'agriculture intensive. Mais la machine à perdre que vous venez de décrire, Anne, c'est pas... Vous avez vu, vous le dites. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a une définition quand même quand vous la précisez. Oui, c'est parce que c'est produire beaucoup sur un espace petit. Parce que sinon, si on veut mettre tous les poulets dehors, il faut la France entière. Est-ce qu'on peut transformer la France entière en élevage de poulets pour que le poulet, qui est la viande la plus consommée, qui n'a pas d'interdit cultuel, etc. etc. Oui, c'est pas pratique, la France a laissé partir son leadership sur le nucléaire, avez-vous dit, si j'ai bien écouté. La France a perdu son leadership sur l'agriculture parce qu'elle a décidé toute seule de surtransposition de règles sanitaires, environnementales et sociales que d'autres pays ne font pas. Quand la France interdit un certain nombre de produits phytosanitaires en disant ouais mais nous on les veut plus en France. D'autres pays font pas la même chose. D'autres pays font pas la même chose et on importe des produits venant d'ailleurs mais qui ont été traités avec ces produits-là. Notre leitmotiv à nous c'est n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Si on interdit aux producteurs français d'utiliser par exemple du prosulfocarbe ou du dichloropropène, tiens sur les carottes, on fait plus de carottes traitées de cette façon-là à Créance dans la Manche. Les camions espagnols traversent la France pour livrer les carottes aux supermarkets du coin.
Est-ce que c'est sérieux? Mais c'est ce qui se passe, monsieur. C'est ce qui se passe. Et je peux vous citer plein d'exemples de cette façon-là. La mouche Drosophile Suzuki qui pique les cerises. On a interdit un produit qui s'appelle le diméthoate en France. On importe des cerises venant d'ailleurs traitées au diméthoate. Et nous, agriculteurs, on dénonce. Donc quand on a fait alliance avec les consommateurs pour dire Mercosur, attention, Jair Bolsonaro, en plus d'insulter Brigitte Macron, il a quand même réautorisé 250 produits phyto qui étaient interdits auparavant. Et il a réautorisé la déforestation. Ça a brûlé plein pot. En fait, vous à vous son retrouvez arrivée. sur l'idée de la perte de souveraineté, parce que Mais bien sinon c'est de sûr. ça dont il est question. Mais on l'a écrit. Et on importe du soja OGM. Et on l'a Et écrit. c'est la question de souveraineté. La souveraineté Abordons, mesdames, alimentaire. le débat est passionnant, mais vous savez que le temps file à une vitesse incroyable. Cette petite accroche, les Français sont prêts, mais à quel prix, qui nous ouvre notre deuxième partie, puisque on était dans la macro, c'est-à-dire globalement les Français ont bien pris conscience qu'on était dans des enjeux essentiels pour leur économie, pour notre économie et pour leur vie quotidienne. Sauf que, Emmanuel, les choses se compliquent un peu lorsque vous posez des questions précises aux Français sur des éléments de leur vie quotidienne. Ça se complique. Ça se complique. On retrouve l'effet pas dans mon jardin que vous avez évoqué l'une et l'autre. Et encore, les Français n'ont pas imaginé qu'il pourrait y avoir des poulets partout dans leur jardin. Ça, on ne savait pas. Ils ont plutôt pensé aux éoliennes. Il y a aussi une forme. Moi, j'ai des poules. Hein. Oui, c'est très bien. Enfin, pas partout dans le village. Mais il y a aussi une question qui est celle de l'ampleur des changements qu'il convient d'effectuer et finalement qui doit porter ces changements. Et ce sont des questions d'ailleurs qu'il faut instruire à la fois pour les décideurs politiques, pour le modèle agricole, pour le modèle industriel, mais je pense que pour la plupart des entreprises et des marques, quelque part, savoir comment accompagner ces gens par rapport à cette question existentielle. Est-ce que je dois ou pas transformer radicalement mon mode de vie, ou est-ce qu'il y a des solutions pour accompagner ce changement sans faire de changements qui me coûtent? Ça, c'est une question qui est posée à tout ce qui a trait à notre consommation. Et je trouve que la question suivante est un peu illustrative des mécanismes, parce qu'on verra ailleurs dans l'enquête que quand il s'agit de dire il faut des matériaux de construction qui soient plus aux normes, plus isolants, c'est parfait. Supprimer le plastique, les gens, ça leur va très bien, parce qu'en fait, personne n'est extrêmement attaché, viscéralement attaché au plastique, comme on peut l'être au saucisson ou à d'autres choses. Et là, pareil, interdire la publicité pour les produits qui produisent beaucoup de... Globalement. Franchement, ça ne me coûte pas en tant que citoyen. Par contre, on a vu que ça coinçait un petit peu sur consommer moins de viande. Et vous voyez la dualité entre les 77% qui disent qu'il faudra interdire à la vente des modèles de voitures polluants. Et les 53% qui disent que ce n'est pas acceptable de limiter la vitesse à 30 km/h en ville, montrent bien comment ça se passe en fait. À partir du moment où ça me demande un effort, une espèce de contrainte du quotidien, là c'est compliqué. Par contre, vous producteurs, vous constructeurs, si vous me fournissez la voiture qui va me procurer le même bonheur de conduire, le même agrément, la même fierté quand je parle de mon modèle à mon beau-frère, mais que ce soit moins polluant, tout va bien. Et toute la question est là, c'est de savoir où est le curseur entre un sacrifice qu'il faut faire et des solutions qui doivent être apportées, auxquelles s'ajoute évidemment une dimension qui va être une dimension financière qu'on a testée. Évidemment. Les gens nous disent de partager sur la question de savoir si on a la possibilité de revoir sa consommation. Et lorsqu'on ajoute la dimension, le mot, est-ce que j'ai les moyens financiers d'agir? Là, c'est plutôt du 35, enfin un tiers à deux tiers, quoi, de gens qui nous disent si ça doit coûter, je ne suis pas en situation de... Et c'est d'ailleurs pas tant que ça lié à la situation économique des gens, parce qu'il y a 10 points d'écart entre les catégories les plus aisées et les moins aisées. Il y a une autre question que le débat doit instruire, c'est est-ce qu'on en a collectivement et individuellement les moyens, et est-ce que les modes de production et les produits qu'on propose nous accompagnent dans ces changements-là. Christiane Lambert, ça faisait écho à ce que vous disiez, il y a quand même des éléments extrêmement clairs. Il y a la notion de pouvoir d'achat qui est importante et qui touche d'ailleurs les produits agricoles. Puisqu'on voit que les pâtes, qui est un produit de base, avec l'augmentation du blé, vont prendre 50 centimes, 1 euro, que les négociations agricoles ont commencé avec la grande distribution, et que le débat sur nous vendons des produits sans gagner notre vie est posé. Mais, moi, j'avais lu des études Kantar qui disaient aussi, c'était l'année dernière, au moment du confinement, on est prêt à payer un petit peu plus cher, consentement à payer 10%, si on est sûr que ça retourne aux producteurs. Parce qu'il y a aussi une dilution dans la chaîne qui est mal comprise. Il y a un sujet très important, c'est le gaspillage alimentaire. 30% de la production alimentaire produite dans le monde est jetée. Au sud, parce qu'il n'y a pas de moyens de conservation. Au nord, parce qu'il y a du gaspillage dans l'hémisphère nord. Un Français jette en moyenne plus de 20 kilos de produits par an.
C'est inconcevable, mais c'est une réalité. travail à faire Alors sur c'est cette pas question. vous, moi, c'est un peu chacun, c'est peut-être plus dans la restauration collective ou autre. Donc il y a tout Puis un trouver un travail modèle, à excusez-moi, faire trouver le par modèle rapport qui- à cela. De acheter des produits français, c'est quand même être sûr d'être bénéfique à la fois pour l'agriculture, l'emploi en France, la relocalisation, et pour lutter contre l'empreinte carbone épouvantable. On a importé de 173% nos importations de poulet Ukraine, Pologne, 173%. On a remplacé les poulets français dans les cantines par des poulets Ukraine, Pologne. Ils sont moins chers. Pas de bien-être. Leur seule qualité, c'est d'être moins cher. C'est ça. Mais on a fermé des élevages en France. Donc on importe des poulets qui ont un mauvais bilan carbone, qui ne sont pas élevés en situation de bien-être. Parce que je peux dire que le bien-être en Ukraine, Oui, ça ne sait même pas ce que bien-être animal, c'est. c'est quand même Bien-être un sujet animal en important Ukraine. aussi, hein. Voilà. Et donc, à côté Et de qui ça, en traverse France, la on nous campagne, dit, mais nous, on subit ça. C'est pour ça que nous, on aspire à ce que les Français mettent de la cohérence dans leurs souhaits, leurs aspirations et leurs actes d'achat. Oui. Ouais, vous avez un atout, c'est Et que donc, on a une pédagogie énorme. Si on explique, comme pendant le confinement, ils ont eu peur de manquer, mais aussi, ils ont redécouvert le C'est vrai. boulanger du coin, le boucher du coin. Et le La fait de viande faire la était bonne. cuisine. Et ils en ont mangé plus. J'ai vu un boucher de Nice qui a vendu plus 60% de viande pendant le confinement. vous pouvez vous appuyer sur le fait que la France se distingue parmi les 27 autres pays de l'Union européenne comme étant le pays où on a le plus le souci de la juste rémunération Grâce à ce qu'on dit, nous, à la FNSEA, depuis des années. agriculteurs. Enfin, ça perce. Là où les autres pays nous disent la priorité, notamment de la PAC, c'est des produits bon marché pour Oui, les mais vous consommateurs. savez, il y a ce qui est dit, mais la réalité, c'est que là, l'alimentation animale pour nourrir mes porcs a augmenté de 40% depuis le début de l'année. Donc, produire un porc coûte aujourd'hui 14% plus cher. Et vous répercutez pas Et sur... les distributeurs disent, pas question, ça sera au maximum Oui. plus 1%. Et tu Qui va perdre Qui va perdre tu vas avoir à les l'agriculteur. chauffer cet hiver. Et il va falloir, il se chauffe tout seul, il dégage pas mal Non, de mais chaleur. les On a petits, plutôt les inventé petits porcs, les petits, on les nurseries pour chauffe. porcs, etc. Moi, je 24 pense degrés. que dans Aubergine. tout ça, alors c'est une question qui n'a pas été posée, parce qu'on a le sentiment finalement de mettre les Français face à des situations A ou B. Moi, je crois assez à la dynamique. Et c'est pour ça qu'au démarrage, c'est quel temps on a pour faire tout ça. La dynamique, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui vont arriver. Alors moi j'essaye d'y contribuer. Qu'est-ce qu'on fait je vais citer quelques exemples très très concrets de solutions. Urban Loop, c'est une entreprise de Nancy qui a inventé un moyen de transporter des gens dans des capsules de 2 personnes. Alors c'est une répercussion énorme, pas de CO2, sur des rails, c'est extrêmement facile à mettre, contrairement à un tramway. Et on a fait le prix, on a gagné le prix du transporteur transporté le moins cher sans CO2. Sans CO2, avec quelle Sans énergie? CO2. Comment Électrique. ça... Électrique. Donc c'est des solutions comme ça, extrêmement innovantes. Alors Nancy va nous prendre, Saint-Quentin pour les Jeux Olympiques. Enfin, c'est des sujets qui sont transport en commun comme ça, personne n'y a réfléchi. Comment est-ce qu'effectivement on peut arriver en voiture quand on vient de loin, tout le monde rural, en ville, laisser sa voiture dans les parkings et prendre des Bien sûr. moyens effectivement légers et Parking faciles. relais, et on prend ensuite... bah oui. Ça, c'est des sujets, mais très concrets. Ça peut être aussi une solution dans le monde rural, de point à point, pour remplacer des trains qui sont plus rentables. J'ai investi dans Ipango, qui fait aussi de l'électricité, qui optimise en B2B, donc pour des collectivités locales, pour des industriels, des hypermarchés, etc., ou des grands agriculteurs. C'est un système qui permet effectivement d'optimiser la consommation électrique, de distribuer l'électricité et derrière de faire de l'autoconsommation avec stockage et retour intelligent quand il le faut sur le réseau. Bon, il y a des solutions comme ça qui n'existaient pas, qui vont permettre de faire bouger ce qui paraît aujourd'hui comme on n'y arrivera jamais. Donc moi je trouve que la France est un pays d'innovation extraordinaire. L'innovation va être une partie de la réponse. Ouais, Il faut inviter Quand on n'a ceux pas de qui pétrole, font- on a de l'innovation. Exactement. Il faut inviter On a ceux des qui idées. font, les industriels, les agriculteurs, plutôt que ceux qui en parlent en disant voilà ce que vous devriez faire. Il y a tellement d'incantations sur l'écologie, et l'écologie triste aussi, l'écologie de privation qui n'intéresse personne. C'est la fameuse Par énergie contre, punitive, Christiane Lambert. oui, Celle qui exactement. punit Mais les regarde, Français. ça change chez les jeunes. Hein. Je peux dire, moi j'ai des enfants qui ont 32, 30 et 22. C'est impressionnant déjà. Il n'y a plus du tout de bouteilles plastiques. C'est une gourde, on la fait suivre partout. Il y a aujourd'hui une sur les éducation, modes d'achat, il n'y a plus de sacs plastiques. J'emmène mes sachets pour acheter mes fruits. C'est vraiment une question très importante, ce sensibilisation. dialogue entre vous et sur la question de la privation et des innovations. Parce que les gens, quand on les interroge, en fait,
fondamentalement, ils espèrent que ça pourra se passer avec des solutions technologiques. Mais je trouve que la question que ça pose, c'est est-ce que ça peut, et là je n'ai pas la réponse pour le coup, est-ce que ça peut ne passer que par là? Parce qu'à l'inverse, il faut que ça passe préciser ma question, il faut, si en fait il faut aussi changer nos modes de consommation, s'il faut faire un effort, s'il faut se faire un peu mal, ça peut être aussi assez dissuasif finalement de compter sur les innovations. L'innovation ne dit pas qu'on ne va pas se faire un peu mal. Il est beaucoup plus simple de prendre sa voiture et d'arriver en centre-ville sans jamais changer. Oui, bien sûr, on va se faire un peu mal. Mais si à 9 milliards d'individus, si on ne se fait pas un peu mal avant, ça va être catastrophique. On va avoir des gens qui vont mourir de faim. Exactement. On va avoir des gens qui seront totalement largués sur le plan de l'énergie. Et on va bien voir ce qui va se passer, c'est-à-dire des migrants de plus en plus nombreux, poussés on a quand même 875 millions d'habitants sur Terre qui souffrent de malnutrition. Déjà, oui. Et à l'autre bout de la chaîne, 2 milliards d'obèses. Aux États-Unis, pour la santé, l'obésité coûte plus cher que le budget américain militaire. Et autre chose, l'innovation, quand aujourd'hui, avant de faire vos courses, vous avez une application qui vous dit tout ce qu'il y a dans votre frigo et que vous achetez pas en double, en triple, des trucs que vous allez jeter finalement à la fin de semaine parce que vous ne les aurez pas mangés, ces applications et toutes ces innovations qui sont absolument géniales dans le domaine alimentaire, les ag start-up, on en a plein, elles sont très innovantes, elles amènent des solutions inimaginables, à la fois dans les exploitations agricoles, mais même vis-à-vis de l'alimentation, pour la conservation des produits, pour la connaissance, pour faire ses courses de façon rationnelle. Moi, je trouve tout fabuleux. Too Good To Go, enfin, tous les systèmes qui permettent effectivement de... Et c'est vrai que... Ça, c'est le numérique et les plateformes. L'échange qui fait qu'effectivement, on communautarise un problème. Alors, je ne dis pas que ça va, les lendemains vont chanter. Il va falloir effectivement faire des efforts. Ça, je ne dis pas que tout va être rose. C'est positif. Mais en tout cas, sans innovation, c'est la catastrophe. Dans le sondage, vous l'avez vu, il y a juste un petit item qu'Emmanuel n'a pas cité, que je trouvais intéressant. C'était le lieu d'habitation. Lorsqu'on explique aux Français qu'il va falloir habiter sur du collectif et de l'étage, qui est moins polluant, les Français vous répondent, en tout cas c'est ce qu'ils répondent à Kantar, non, nous on voudrait rester à 14% seulement, disent-ils, on est d'accord, tout le reste dit on veut garder notre maison. Et quand vous dites on va se faire un peu mal, est-ce qu'à un moment donné, les politiques, ceux qui sont en campagne, ne vont pas un jour nous dire, de manière autoritaire, non, vous n'aurez pas le choix? Mon père nous a convoqués en 1974. Première crise énergétique dans la cuisine, je m'en souviens toute ma vie. Il m'a dit, mais on habitait une maison individuelle, mes enfants, le temps de l'énergie facile est terminé. Alors vous ne vous rendez pas compte ici, mais bon, on fera peut-être comme nous quand on était petits, c'est-à-dire on ne chauffe plus les chambres. D'abord ça va être 18 degrés pour tout le monde. On ne chauffera plus les chambres, parce que, n'est-ce pas? Et puis il faut bien voir qu'une maison individuelle, c'est une aberration énergétique. Donc on va peut-être se regrouper avec les voisins, on fera des... J'étais là, mon monde qui s'effondrait. J'étais vraiment, précurseur, j'espère que non. Ou pas, votre père? Les 18 degrés, oui. D'accord. Ça, oui, parce que citoyen, les chambres pas chauffées. Ouais. Si je dis oui publiquement, je vais me faire mal voir par lui, je l'adore. Ouais. Mais un peu, oui, quand même. À la dure. Enfin, vous n'avez pas quitté votre maison individuelle. Non. C'est ça. Mais quelque part, c'est le rêve du Français, la maison individuelle. Donc, encore plus depuis le confinement. On est autoritaire sur ce sujet ou pas? Ou est-ce qu'on laisse les Français avoir un petit terrain, un petit jardin, qui est une sorte de revendication sociale? Attendez. Déjà, si tout le monde éteignait la lumière le soir, moi, quand je rentre de mon bureau à pied, là où je dors, et que je vois tout allumé partout, je dis mais on est où, quoi? Chez nous, le soir, c'est pas Versailles ici, on éteint toutes les lumières, on débranche tout, etc. Mais c'est vrai. C'est invraisemblable. Moi, je vois des immeubles entiers allumés. Commençons déjà par la sobriété, alors heureuse ou malheureuse, peu importe, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais éteindre la lumière, c'est le basique de basique, on a tous appris ça. Ne pas gaspiller l'alimentation, c'est pareil. Moi, je suis scotché, je ne sais pas qui jette 25 kilos d'alimentation par an. C'est la moyenne française. C'est la moyenne française. En intégrant la restauration collective. La totalité. Ouais. Alors, il y a depuis des initiatives, il y a depuis beaucoup d'initiatives. Vous avez cité Too Good To Go, il y en a d'autres. Il y a des associations auxquelles on peut donner. Nous, on a créé une association qui s'appelle Solal, où on récupère tous les produits, quand il y a trop de fraises, trop d'arboricots, des poulets invendus, et on distribue à 28 associations caritatives pour éviter de jeter. Parce que quand on produit l'alimentation, en plus, psychologiquement, la jeter, la détruire, c'est épouvantable. Évidemment. Donc tout ça, on travaille aussi avec le Secours populaire qui fait aussi un travail d'éducation très important sur la gestion d'un budget familial où on aborde l'énergie, l'alimentation, les déplacements, des choses assez simples. Et c'est pas de la sobriété malheureuse. Je veux dire que les jeunes qui consomment différemment, ils sont pas malheureux. Ils sont contents
de réussir à bien le faire. Il faut plutôt les valoriser. Mesdames, on a Que les on est culpabiliser. un tout petit peu en retard, mais C'est c'est parce que le temps passe vite, parce qu'il y a de la densité, parce que c'est passionnant. Deux questions qui ont été posées sur le site de l'hémicycle, hémicycle.fr. Une question pour vous, tiens. On l'a extraite de nouveaux réacteurs EPR sont-ils de nouveaux réacteurs EPR, les miniatures, puisque je mets de côté Flamanville, dont le coût a triplé. Alors ça ne s'appelle pas des EPR, ça s'appelle des SMR. Des SMR. Bon, voilà, je parle sous contrôle d'une experte. Je faisais une parenthèse sur Flamanville, puisqu'on est parti, je crois, de 4 milliards sur une facture aujourd'hui de combien de 15 Oui, mais tous les réacteurs Tout. nucléaires à travers le monde ont vu leur facture énormément augmenter. Parce Et le que, calendrier aussi. oui, parce que les exigences des autorités de sûreté font qu'effectivement, comme on construit sur site, comme vous n'avez pas le droit de faire un acte, couler un petit morceau de béton, etc., sans l'autorisation de l'autorité de sûreté, que vous avez des réponses qui prennent un temps, voilà. L'inflation Ça fait administrative. qu'effectivement, alors. Il en faut D'où des EPR, l'intérêt des SMR. D'où l'intérêt des SMR, c'est-à-dire l'idée, moi je l'ai eu en 2008 ou 2009, c'est de dire, voilà, on va construire des réacteurs petits en usine, comme on construit des avions, on va les assembler en usine. L'autorité de sûreté dira, bon, c'est bon. Valide. À ce moment-là, on les amène sur site. Et donc, sur site, vous n'avez plus cet énorme travail et ces calendriers qui se rallongent, Et donc, ça se fait avec plus les vite. surcoûts, etc. Alors, le fait d'en faire des petits, ils sont moins rentables que les très gros qu'on fait sur site. Mais comme vous les construisez plus facilement et que vous les donnez plus facilement et que c'est plus sûr, a priori, Donc effectivement, vous c'est soutenez votre cette actif. idée du président Macron, qui est de dire on en construit beaucoup des c'est- petits. Oui, alors en France, d'abord en France, ce qui est dommage, c'est qu'on s'est arrêté en 2010-2011 sur le sujet, donc il faut tout redémarrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors que les Américains et les Chinois ont beaucoup travaillé là-dessus, on est en donc retard. voilà. Je ne sais pas si on est en retard, mais enfin, en tout cas, il va falloir cravacher. Et puis, il faut pas dire que ça peut remplacer des EPR, parce qu'un EPR, ça fait de l'électricité en grande quantité. Mais on a un petit problème sur comment faire des réacteurs nucléaires aujourd'hui avec les autorités de sûreté occidentales. En Chine, c'est beaucoup plus simple. L'autorité de sûreté, elle a 1 mois et demi pour dire si elle est d'accord ou pas d'accord sur un geste. Oui. Et si elle dit qu'elle n'est pas d'accord, elle doit expliquer pourquoi. Oui, moins indépendante qu'en Bah, France. ça va assez vite. Ça va En vite. France, Mais Ah ça oui. se passait comme ça avant. Hein, en D'accord. C'est un an France. et demi en France ou- Pardon ? En France, c'est 1 an et demi ou c'est combien? Ça dépend. C'est aléatoire. C'est pour ça que c'est très compliqué. Au gré de l'autorité de sûreté. Christiane Lambert, une question pour vous, puisqu'on est dans l'actualité. La PAC a été votée aujourd'hui. Il faudra que les États, évidemment, s'en emparent et évidemment traitent de cette PAC. Mais d'une manière générale, votée aujourd'hui par le Parlement, est-ce qu'elle est assez ambitieuse en matière d'environnement ? Elle est beaucoup plus verte qu'elle n'était auparavant. Depuis 15 ans, il y a des obligations vertes qui ont été intégrées. Et cette fois-ci, il y a du nouveau. 25% des aides sont retirées aux agriculteurs. Ils doivent montrer patte verte pour les percevoir à Apporter nouveau. un projet environnemental. Des engagements de pratique pour montrer qu'ils font bien en matière environnementale. Alors moi je suis assez rassurée parce qu'en France on est plutôt mieux qu'ailleurs. Depuis que je suis présidente européenne, comme disait quelqu'un que je connais bien, quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console. Parce que quand même dans les autres pays européens je peux vous dire qu'ils sont loin d'être au niveau environnemental que nous sommes nous. Mais nous avons un public exigeant, des élus exigeants. Donc c'est plus vert, c'est plus d'argent pour le bio, plus 35% consacré à l'agriculture biologique, plus pour le renouvellement des jeunes agriculteurs, parce que Oui, c'est un c'est enjeu. vrai. On a quand même 45% des agriculteurs qui vont cesser dans les 10 ans qui viennent. Et il faudra Donc reprendre il faut absolument l'exploitation. qu'on renouvelle, donc qu'on ait des métiers rémunérateurs, attractifs, que Attractifs, vous en ouais. parliez positivement, ça nous fera du bien. Que vous veniez visiter des vraies exploitations qui fonctionnent, et il y en a. Et vous montrez aussi comment les sujets de sécurité sanitaire, énergie, bien-être animal sont aujourd'hui pleinement intégrés dans les exploitations. Donc la PAC y contribue, et la PAC a aussi permis, disons-le quand même, d'avoir en Europe 0 rupture de chaîne alimentaire pendant le premier confinement. c'est vrai. Tout s'est arrêté, 35% de la consommation au restaurant s'est arrêtée. Tout a été recyclé dans la grande distribution et chez les commerces de bouche, et personne n'a eu faim, personne n'a manqué. Donc ça, c'est quand même une vraie performance. Et quand on voit la psychose que représente la peur de manquer en matière d'alimentation, on va revenir au ticket de rationnement, mais rappelons-nous quand même, regardez aujourd'hui en Angleterre, ils ont peur de ne pas avoir leurs produits pour Noël. Donc, Produits conjuguer... alimentaires, enfin les produits chinois. Bien sûr. les Ils ont jouets. un énorme problème d'énergie Mais ils ont un aussi. problème hein. d'énergie, Ils en sont au absolument. septième entreprise qui fait faillite, distributeur d'électricité. Vous avez 7 millions de Britanniques concernés qui sont aujourd'hui sur le fournisseur d'ultime secours. C'est fou, hein. Alors c'est amusant parce que chaque pays a ses affres, mais il n'y a pas de prise de conscience européenne qu'on est dans une situation extrêmement difficile sur le plan énergétique.
Tournons-nous vers les candidats, Emmanuel, parce que évidemment, vous avez sondé les cœurs des Français à l'égard des candidats. Il a fallu qu'à un moment on parle un petit peu de de politique. En fait, on l'a abordé à plusieurs reprises, parce qu'il y a aussi une question qui porte sur la crédibilité des différents acteurs, ou plutôt leur prise de conscience supposée, ces enjeux-là. Et il y a deux types d'acteurs qui sont crédités de la confiance de seulement un tiers des Français, qui sont les politiques et les grandes entreprises. Je pense que ça mérite d'être signalé. Ça peut surprendre parce que par ailleurs, on a beaucoup de travaux à Kantar qui montrent qu'on a un rapport aux marques qui leur assigne, et même parfois de manière positive, le rôle de nous accompagner vers des transitions. Je pense que, comme dans beaucoup d'enquêtes, chaque mot compte. Et si on aborde les acteurs économiques sous l'angle de grandes entreprises, là, il peut y avoir un sentiment qui a quelque chose d'antinomique entre la priorité environnementale et leur raison d'être. Mais on n'a évidemment pas résisté à la tentation de parler un peu d'élections, puisque c'est l'objet de nos travaux. Un premier indice, c'est l'importance que les gens disent occuper dans leur futur vote, que pour la plupart aujourd'hui d'ailleurs ils ignorent, des questions environnementales, et ce sera parmi les éléments de choix qui sont considérés comme importants par la moitié des Français. En fait, il faut avoir vraiment en tête le paysage électoral. Il va y avoir des gens pour qui ça va être très important et d'autres pour lesquels ça va être relativement secondaire, en tout cas passé après d'autres sujets. Et puis pour parler encore un peu plus de politique, il y a sur ces questions-là une famille politique, un parti qui se distingue sous un angle qui est jugé très important aujourd'hui pour les Français, qui est celui de la sincérité. Là, c'est un atout d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont cette antériorité sur le sujet. Ils sont jugés sur le sujet, au moins sincères. Et, je répète, sembler sincère et constant dans le paysage politique d'aujourd'hui, une légitimité c'est un en quelque atout. sorte. La limite de cette légitimité, c'est probablement celle de la crédibilité, puisque pour terminer ce balayage politique de la question environnementale, on a interrogé les 1000 Français que nous avons sondés sur la question de savoir s'ils faisaient ou pas confiance aux différents acteurs pour résoudre ou aborder, apporter des solutions dans le domaine. Et là, il y a une combinaison entre justement cette crédibilité sur le sujet et la place qu'on occupe dans le paysage. C'est Emmanuel Macron qui gagne ce petit match avec 31% des gens qui lui font confiance sur le sujet. Yannick Jadot vient en second et les candidats, y compris des candidats qui sont plus sur les pôles, sur les extrêmes des axes politiques, quand bien même, comme Jean-Luc Mélenchon, ils ont beaucoup porté ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, il est là aussi jugé pour son positionnement, peut-être aussi son image. Et donc, on a une espèce de centralité de à qui on fait confiance, avec d'ailleurs quelque chose qui peut étonner, c'est que si on accepte Yannick Jadot, entre les candidats de gauche et les candidats de droite, en fait, c'est à peu près équitablement réparti. Certains ont peut-être davantage une crédibilité pour gouverner, là où d'autres ont peut-être une petite avance sur la thématique. Et vous avez calculé les 3 leaders de la primaire à droite, puisqu'il y a Barnier, Pécresse, Bertrand. On a calculé les 3 leaders et j'espère que messieurs Ciotti et Juvin ne nous en voudront pas. Exactement, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais mettre en avant, cher Emmanuel. Il y a un scoop, c'est qu'il y a un candidat déclaré de plus. Un candidat déclaré de plus. Éclairez-nous. Avant le 5 décembre, vous avez des... oui. Il y aura 2 candidats. On a testé Éric Zemmour, oui. Et Zemmour est aux extrémités. Anne Lauvergeon, vous avez évoqué l'innovation, que je trouvais intéressant. Vous dites finalement, tout à l'heure, l'espoir, c'est que ça créera des emplois, disent les Français. Vous dites, on s'en sort parce qu'il y aura de l'innovation, on va inventer le monde de demain. Et il faut essayer. C'est les politiques qui règlent ces questions autour de l'environnement et de l'écologie, ou ça passe par d'autres canaux, l'industrie, l'entreprise, l'innovation. La société. Moi, je suis toujours très, très étonnée de voir à quel point les politiques parlent peu d'innovation, d'ailleurs. Ce n'est pas un sujet, d'ailleurs, je ne sais pas si Kantar a prévu de l'inscrire, l'innovation, le progrès, la façon de faire société en regardant un avenir commun construit. Je pense que c'est ce qui nous manque, et c'est ce qui nous manque avec les politiques. L'innovation et les politiques, c'est l'innovation déconnectée des politiques. Pour moi, le progrès, c'est une façon de faire des innovations en regardant ensemble, refaire société de manière positive. C'est-à-dire regarder l'avenir positivement et non pas l'avenir négativement. En disant on va tous mourir, c'est pas quelque chose d'extrêmement... donc ça, on n'en parle pas. Alors je pense que c'est un sujet qui quelque part, c'est une façon aussi de retrouver de la confiance.
de retrouver du lien social, de retrouver le sens de la communauté que notre pays est, de notre nation. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on a confiance dans notre avenir? Et ça, je crois que c'est face il y a beaucoup aux de Made in différents France, défis qu'on a. Anne Lauvergeon. Il y a beaucoup de Made in France, Arnaud Montebourg, il y a Marine Le Pen, il y a quelques candidats qui plantent le drapeau dans leur campagne, le drapeau bleu-blanc-rouge. Oui, mais c'est pas non, moi, c'est sur l'innovation et une l'entreprise. c'est comment est-ce qu'on retrouve une véritable dynamique collective? C'est toujours le problème, c'est pas la photo à l'instant T, c'est comment est-ce qu'effectivement, collectivement, on va se dire qu'on a un avenir, parce que si on n'a pas d'avenir, si on va tous mourir, c'est pas la peine. Hein. Oui, ne faisons rien. Christiane Lambert, quelques mots, parce qu'on va accueillir nos éditorialistes, on a pris un peu de retard. Il y a un chiffre qui est très parlant, c'est le pourcentage du PIB français consacré à la recherche et à l'innovation, qui est extrêmement inférieur au pourcentage que l'on constate dans d'autres pays, notamment aux USA ou ailleurs. Les Français sont friands d'innovation dans certains domaines. Regardez l'appétit pour la téléphonie. Ils adoptent à peu près. Ouais, mais on a quand même eu des débats sur la science, le vaccin, la référence scientifique. Il y avait plus d'experts en tout et spécialistes en rien que de vrais spécialistes experts en innovation sur les plateaux pour parler du vaccin quand même. Et c'est la même chose comme pour la sélection variétale aujourd'hui en agriculture. Hein. Il y a plein de gens qui en parlent sans savoir de quoi il s'agit. Ils confondent un OGM et un NBT, enfin une New Building Technology. Christiane Lambert, vous en pensez quoi de ce petit sondage? Quoi, dans sélection politique? La variétale, mais là il y a une sélection politique. On a une vraie diversité, hein. Oui, là, on a le choix là. Il y a une sélection politique qui va se faire. Non, mais sur l'innovation, plus sérieusement, la solution, c'est l'innovation. Mais on a quand même aujourd'hui, dans le domaine agricole, une association, un syndicat qui dit qu'il faut libérer le sol des machines. C'est quand même incroyable. Christiane Lambert, si on prolongeait... Travailler à la main avec le cheval. De toute façon, si on va jusqu'au bout, il faut libérer le sol des hommes. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous l'extrême, allez c'est ça. jusqu'au bout, Ouais. c'est que l'homme est en trop. Tout à fait. Moi, j'ai lu quand même pas mal de penseurs fondamentalistes sur le sujet. L'homme est en trop. Tout à fait. Revenons à la mère nature. C'est l'homme qui détruit la planète, donc il faut qu'il quitte la planète. Cyclique Laudato aussi, l'homme est la solution. Parce Oui. que certes, il a détruit, mais c'est lui Non, qui, mais avec la je- science je- et je- l'innovation, Je n'étais pas en train d'adhérer à qu'avec la science et l'innovation, c'est l'homme qui trouvera les solutions. Mais elles sont dans l'innovation, évidemment. On termine quand même sur un débat très très en hauteur, métaphysique, alors qu'on attendait quelques remarques sur les candidats, sur cette campagne présidentielle. Et Non, vous avez dit qu'il fallait pas en parler. On va partir sur l'encyclique, très bien d'ailleurs, qui est une encyclique fondamentale, en effet. On va accueillir nos éditorialistes, c'est la tradition dans Défi 2022, c'est l'occasion à la fois de prolonger, peut-être prendre le contre-pied, de revenir sur des propos que vous avez tenus. Éric Revel et Mathieu Croissando vont nous rejoindre. Quelques images, un petit jingle et ils nous rejoignent. Éric Revel nous a rejoint, directeur de la publication, Éric, de la revue L'Hémicycle, que je remontre parce que c'est important quand même, c'est une très belle revue. Penser l'État avec le jeu de mots, puisque c'est la pharmacie avec le... et oui, il n'y a pas de faute d'orthographe. Non, c'est pas une faute. Voilà, directeur de publication et Mathieu Croissando qu'on accueille sur le plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Éditorialiste, journaliste politique. Oui. Ça vous va comme... Parfait, oui, très bien. Et puis je précise qu'Éric, entre autres, et qu'Éric Revel a sorti un livre remarqué sur l'élection présidentielle. Faut-il le dire. Messieurs, vous avez écouté très sagement et très calmement, là en coulisses, vous avez écouté ces échanges. Mathieu, qu'est-ce que, à la fois tant de ce sondage que d'échanges qu'il y a eu entre une spécialiste du nucléaire et la présidente de la FNSEA, ancienne patronne d'Areva, cet échange parfois passionnant et croisé? Oui, croisé et pas forcément opposé, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours très différent quand on entend les politiques et quand on entend des gens qui sont dans la pratique ou des gens qui font. Et pour le coup, le sondage m'a un peu étonné, le sondage sur les personnalités politiques. Alors, il ne faut pas le confondre avec une intention de vote et il ne faut pas non plus le regarder au prisme de l'actualité récente, parce qu'il n'a pas non plus été fait la semaine dernière. Mais on voit bien qu'on est quand même dans une critique, en gros, du discours écologique tel qu'il est porté aujourd'hui par la sphère politique. Quand vous regardez, les plus légitimes à en parler sont évidemment les écologistes. Mais les écologistes, ils ont perdu leur spécificité. Ils avaient la légitimité, ils ont perdu leur spécificité parce que tout le monde en parle et ils n'ont pas gagné en crédibilité parce qu'ils se sont perdus dans des débats souvent annexes qui étaient en dehors de l'écologie. Et puis surtout, à mon avis, dans un vrai souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ou à promettre aux gens que ça sera mieux et pas moins.
et voilà, tout le débat autour de la décroissance fait que ça a été quand même assez bien perçu par les citoyens. La deuxième chose surprenante, c'est le score d'Emmanuel Macron. Alors il y a sans doute une prime au président sortant qu'on juge éventuellement plus efficace pour faire changer les choses parce qu'il est au manche aujourd'hui. Pour le coup, il n'a pas forcément, contrairement à une idée reçue, à rougir de son bilan d'un point de vue écologique. Le bilan de François Hollande était nettement plus famélique. Si on met de côté évidemment la COP 21, oui. Et puis le bilan de Nicolas Sarkozy aussi auparavant. Emmanuel Macron, il a enlevé des irritants qui irritaient beaucoup les écologistes. Je pense à Fessenheim, je pense à la mine d'or en Guyane, je pense à Notre-Dame-des-Landes. Voilà des sujets qui avaient été qu'on avait laissé pourrir. Il a fait sa loi climat-résilience, qui a plein de défauts, mais qui a en tout cas le mérite d'être là, mais il paye un effet d'image qui est quand même le départ de Nicolas Hulot et des positions à géométrie variable. On a pu le voir sur la question des glyphosates, on a pu le voir sur la question des néonicotinoïdes, on a pu le voir même sur le paquet climat et résilience. Et donc, je rajoute, Mathieu, Egalim 1 et 2, puisque Egalim 1 n'a pas fonctionné, il y a une deuxième qui arrive pour équilibrer. Bien sûr, en tout cas, il a quelque chose à dire, et pourtant dans le débat public, dans la sphère politique, tout le monde va l'accuser de trahison, de n'avoir rien fait. Et alors les autres, ça c'est très surprenant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez injuste d'un point de vue théorique pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, qui est quand même le programme le plus complet. Évidemment. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, mais en termes de planification écologique, ce qui était son terme, il l'a changé d'ailleurs pour le terme de bifurcation écologique, qui à mon avis parle beaucoup moins aux citoyens. Oui, c'est vrai. C'est un thème écologique bien connu chez des écolos, mais la bifurcation écologique, c'est quand même un coup de virage. Voilà, il y a une vraie pensée. Donc lui est jugé absolument ni crédible ni efficace. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est Anne Hidalgo, qui fait un moins bon score que les Républicains, enfin que les candidats républicains, sachant que le parti des Républicains, lui, est crédité de moins dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, est moins sincère que les autres, mais Anne Hidalgo, voilà, là encore, alors sans doute parce que le PS, qui a été un vieux parti productiviste et qui a fait une écologie plus pour bobo, si on caricature, en tout cas pour urbain, a peut-être du mal à convaincre que ça peut être aussi un facteur de transformation sociale. C'est son écologie un peu punitive finalement, c'est écologique et punitif. Une écologie qui est jugée punitive par certains. Voilà. Et alors, on se souvient que qui avait inventé cette expression, c'est Ségolène Royal. L'écologie punitive à propos de l'écotaxe. Et puis enfin, il y a un déficit de crédibilité notoire à l'extrême droite, même si on voit bien que dans cette campagne, Marine Le Pen a tenté de changer de braquet en présentant des pistes de référendum. Alors elle est pour le nucléaire, vous le savez, elle est contre les éoliennes et toute une série de choses. Mais il reste encore beaucoup à convaincre pour essayer de séduire les Français sur ce plan, qui sont paradoxaux, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça moi je trouve le plus frappant, c'est-à-dire qu'ils sont tous conscients des défis du changement climatique, et ils voudraient tous que ce soit facile à faire et que ce soit mieux. Mais plutôt chez le voisin, quoi. Voilà, et on a en tout cas du mal à les convaincre qu'il va falloir faire des efforts. Éric Revel. D'abord, je voudrais remercier Anne Lauvergeon et Christiane Lambert, parce que le débat était vraiment passionnant, très haut niveau, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Ce soir, j'ai trouvé que c'était effectivement pas très antagoniste finalement, il y avait une espèce de cohérence et c'est plutôt rassurant. On était censé l'être ? Non, pas du tout, vous faites ce que vous voulez ma chère Anne. Et j'ajoute pour aller dans le sens de Mathieu Croissando qu'on aime entendre des gens qui vivent au quotidien ou qui ont une compétence affirmée et reconnue sur des sujets, plutôt que parfois des hommes ou des femmes politiques de droite et de gauche qui visiblement patinent un peu dans la choucroute. Voilà. Alors, pour prolonger l'analyse de Mathieu, moi ce qui me frappe en réalité, c'est que l'écologie, c'est bien quand c'est loin de chez soi, les éoliennes, il n'y a pas de doute, mais surtout, moi je ne suis pas très surpris par le poids relatif des différents candidats potentiels à l'élection présidentielle face à l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les Français font de la politique, à mon sens. C'est-à-dire que au-delà des programmes plutôt plus verts de Jean-Luc Mélenchon que de Zemmour ou d'autres, en fait, c'est l'image qu'ont les gens de la personnalité politique qui impacte leur choix plus que le programme vert ou pas vert, de transition écologique ou pas. Et ça, c'est extrêmement frappant. Et si on prend cette grille de lecture, vous décryptez à peu près les uns et les autres. Emmanuel Macron, nous dit Mathieu Croissando, a plutôt un bilan favorable du côté de l'écologie. Bon,
Bon, peut-être, mais surtout, Vous n'êtes il pas a. convaincu, Eric. Mais non, je suis pas convaincu. Plus indigne que ses Mais prédécesseurs. non, d'accord, mais surtout, il a une image. c'était quand même pas mal. Bien sûr, Bon, voilà, c'est il ça. a une image qui est Bien sûr. plutôt structurée, c'est le président sortant, il donne l'impression d'être un peu en équilibre, le en même temps, bon, et donc il bénéficie de ça. Et à l'autre bout de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, il pâtit évidemment de tout ce qui lui est arrivé et qu'il a lui-même déclenché Et d'ailleurs. donc son image finalement. Ben, ce bien qu'il est sûr. en Donc tant en que- fait, cette grille de lecture-là, pour moi, elle est induite par l'image que les Français ont des différents candidats potentiels à la politique. Et j'aimerais juste terminer par deux questions, parce que ça me taraude un peu. Une pour Anne Lauvergeon et une pour Christiane Lambert. Voilà, comme ça. Anne Lauvergeon, on n'a pas beaucoup parlé d'hydrogène. On n'a même pas parlé du tout. Quand vous discutez avec des constructeurs automobiles aujourd'hui, ils ne sont pas certains que la batterie électrique, ce soit le nec plus ultra C'est vrai. des... Alors, la station hydrogène, elle est chère aujourd'hui à construire, mais est-ce que l'hydrogène, c'est pas une source qui pourrait mettre tout le monde d'accord sur le mix énergétique? Et qui pourrait tuer l'électrique donc. Hein. L'hydrogène, aujourd'hui, la plupart de l'hydrogène produit dans le monde est fabriqué à partir du monoxyde de carbone. Donc inutile de dire qu'on ne peut pas dire que ça soit un hydrogène extrêmement Eh écologique. oui, c'est pas vert. Alors, on peut faire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, de manière donc très pure, de manière impeccable. Ça demande une très grosse quantité d'électricité. Donc on en revient à l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une façon, ça peut être une façon de stocker l'électricité, parce qu'une fois qu'effectivement vous avez cet hydrogène, vous pouvez l'utiliser quand vous le Mais voulez. elle s'évapore. Enfin, il n'y a pas un risque de Ah non, volatilité. vous le mettez du- sous pression, il n'y a pas de d'accord. problème. Alors, l'Union européenne avait dit l'hydrogène est le vecteur énergétique de la mobilité de demain, et donc on va faire de l'hydrogène en grande quantité à partir des éoliennes et du solaire. Là, on est en phase. Donc, vous avez une usine qui va faire effectivement l'électrolyse de l'eau, et puis vous mettez des éoliennes à côté. Les éoliennes, elles vont fonctionner 25% du temps. Et oui. Donc votre usine, elle ne sera jamais rentable. Donc on a toujours le problème du stockage. Donc soit vous faites effectivement, si vous voulez faire de l'hydrogène sans CO2, c'est le nucléaire, ou bien c'est des renouvelables avec un système qui permettrait de stocker de l'électricité en grande quantité. L'autre solution, alors dans un débat avec Daniel Cohn-Bendit, il m'avait dit c'est très simple. Quand il n'y a pas de vent au Danemark, il peut y avoir du vent en Espagne. Et on fait une péréquation. Donc on c'est ça. envoie le, oui, on envoie le courant. Mais alors moi je vais vous dire, on envoie le courant comment? oui. Ça s'appelle des lignes à haute tension. C'est ça. Alors les lignes à haute tension, essayez de faire passer de nouvelles lignes à haute tension en Europe Il y en aujourd'hui. a pas mal Je déjà. vous recommande l'exercice. Donc il n'y a pas de solution simple. Sur les OGM, Christiane Lambert, vous avez prononcé le mot juste à la fin, vous avez parlé Oui, il des était OGM. évoqué, ce mot. Oui. Est-ce que c'est une solution plausible? J'ai vu que la Commission de Bruxelles autorisait de nouvelles plantations d'OGM, mais pas pour les produire d'ailleurs en France ou en Europe, mais plutôt pour les importer. Je ne sais pas si vous avez vu cette décision. Est-ce que pour vous, l'OGM, c'est une des solutions possibles? Alors là, c'est pareil. Hein. C'est une question abrasive. Ah cette question évidemment, des parce OGM, que hein. l'OGM, moi quand j'achète des toutes petites tomates ou des toutes petites carottes, je trouve ça assez mignon, etc. Mais je me dis, y en a dedans ou est-ce pas qu'il ne va pas me pousser une troisième oreille sur le sommet du crâne? Les OGM, Christiane Lambert. Alors, les OGM, c'était en 2000. Je ne vais pas refaire l'histoire, je promis, je vais vite. Non, mais c'est passionnant, mais c'est vrai que malheureusement, on est un peu pris par le temps. Non, mais, les organismes génétiquement modifiés, c'était associer des gènes d'espèces différentes, voire, de plantes différentes, voire d'espèces différentes. On ne parle pas de nouveaux OGM, on parle de NBT, New Breeding Technology, parce qu'on a décrypté le génome des plantes et on est capable d'identifier comment est constitué l'ADN. Et on travaille avec des ciseaux génétiques pour couper un gène à intérêt et pour retirer les gènes qui sont négatifs sur la même plante. Ouais, qui mais permettent pourquoi d'avoir des vous dites plantes ça? qui résistent. Déjà, en tant que vous, je dis, si vous dites ça, des tomates sont malades. J'ai identifié un poivron qui a des gènes résistants à telle maladie. Est-ce que ça vous gêne si je prends un gène dans le poivron pour le mettre dans la tomate pour ne pas avoir à mettre de la chimie pour traiter la maladie? Est-ce que vous êtes certaine, Christiane Lambert, de l'impact que ça aura pour moi comme consommateur si je mange votre poivron pendant 10 ans?
Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors là, à ce moment-là, vous ne faites plus rien. À ce moment-là, vous ne faites plus rien du tout. Les recherches, elles sont faites sur plusieurs années. Ils ne donnent pas un certificat d'obtention. L'Union européenne qui donne des certificats d'obtention végétale, des COV, c'est très encadré, ne les donne pas. Il y a des échantillonnages, il y a des essais, il y a des validations. C'est cultivé d'abord en labo, puis en grandeur nature. Et tout ça, c'est encadré, bien Donc, évidemment. Aragon disait la femme est l'avenir de l'homme. Christian Lambert vous dit que l'OGM est l'avenir Non, du le consommateur. NBT, le New, c'est pas un OGM. Non, c'est Parce qu'on ne prend pas. Avant, on mettait c'est un un morceau de OGM génome. d'araignée sur du lait de chèvre pour faire un vaccin. Voilà ce qu'on faisait avec les OGM. C'est pas très ragoûtant non Christian plus. Lambert, Aujourd'hui, il nous reste c'est peu de dans la temps. même plante qu'on coupe Ouais. un Donc, gène oui aux OGM. sans intérêt. Oui aux OGM. Oui au NBT. Oui, pardon, Mais faites un effort, Eric. Oui, Christiane Lambert, juste pour conclure, vous dites quand même qu'avec ce système de génome, on peut avoir des plantes résistantes à quoi? Aux maladies, à la Aux sécheresse, maladies, on peut avoir et des donc une meilleure production, une Exactement. meilleure rentabilité, parlons économique. On peut avoir des plantes qui sont C'est ça, résistantes aux l'objectif. maladies, donc on utilise moins de chimie. On a déjà, avec la sélection, des plantes qui ont 30% de rendement en plus avec 20% d'engrais en moins. Donc la sélection variétale a du bon. L'avantage de cette technologie des ciseaux génétiques, c'est qu'on accélère la recherche. Moi, qu'il y a pas un risque, comme pour les je me éoliennes, rappelle que les au Français salon- soient pas je prêts? me rappelle au Salon de l'Agriculture, ouais, mais ils seront prêts si aussi les journalistes disent les choses telles qu'il faut et non pas OGM, OGM. Mais là, vous parlez Oui, d'Éric mais- Revel, parce mais que là, vous il s'est avez quand un même moqué rôle- vous avez copieusement un des rôle- OGM. Moi, je vous le dis, vous avez un rôle énorme de prescripteur. Quand on parle de l'image des politiques, certes, ils se la construisent, mais aussi, quoi, qui a fait Zemmour? Pardon, quoi. Pardon. Tous les JT s'ouvrent sur Zemmour. on va en voilà, parler. je l'ai dit. Non, On sérieusement. n'avait en a pourtant parlé. pas dit Ben un oui, mot mais- d'Éric Zemmour qui, sur le débat agricole et nucléaire, est assez faible. Ah bah oui, mais qui le reste, hein. Moi, je n'ai pas envie de commenter sur Sur l'énergie. le nucléaire, il a parlé. Sur l'énergie, si. Oui, sur l'énergie, il a beaucoup plus parlé que sur l'agriculture. D'ailleurs, Non, il mais est la pro-nucléaire. façon dont les sujets sont présentés, regardez, c'est tout le jeté. débat épouvantable. Il n'y a qu'en France qu'on a eu le débat sur l'hydrochloroquine, comme on l'a eu. Donc je pense. Hydroxychloroquine. Voilà, et je ne le dis même pas professeur comme il Raoult. faut. Mais sur la façon, c'est extrêmement technique et technologique. Les Français sont-ils prêts? Oui ou non? Il y a aujourd'hui une nécessité de pédagogie sur des sujets compliqués. Et il faut trouver des gens qui sont pédagogues. Il en existe. Axel Kahn était excellent en la matière. Bon, malheureusement, il n'est plus là pour nous éclairer. Mais des généticiens, des vrais, sont capables de vous dire que quand on décrypte le génome du blé et qu'on sait quels sont les gènes d'intérêt et les gènes à problème, on va plus vite pour améliorer les choses. Hulot, échangeant avec le président de l'INRA au Salon de l'Agriculture, combien de temps faut-il pour avoir une vigne résistante au mildiou et à l'oïdium, Et au cours qui noué. ainsi pourra avoir moins 70% de phyto? Réponse du président de l'INRA, il faut 17 ans. Voilà. Si on veut Et accélérer le la cours noué, recherche, Christiane Lambert. voilà. Et le Si fameux on cours veut noué. accélérer la recherche, mais oui, il faut l'acceptabilité, donc il faut du dialogue. Juste un mot, parce que c'est un débat passionnant que vous ouvrez, qui est le même rapport que l'on peut avoir avec les éoliennes, où des Français disent globalement c'est écolo, mais moi j'en veux pas près de chez moi, ça fait du bruit et c'est polluant. Il risque d'y avoir ce rapport-là d'acceptabilité avec les OGM. Et même si les journalistes d'ailleurs disent ou font de la pédagogie sur le sujet. Anne Lauvergeon et Emmanuel Rivière pour conclure. Est-ce que ça vient de chez nous ou pas? Et Oui, donc, je ça, c'est- pense qu'il y a aussi, est-ce que tout ça est plaqué sur nous, nous est imposé Nous de tombe sur la tête, l'extérieur, c'est on vrai. ne sait pas exactement comment c'est fabriqué, etc. Ou est-ce qu'effectivement, on est capable de produire? Donc, moi, je pense que dans le Made in France, il y a quand même le retour à une forme qu'il faut qu'on essaye de développer, de confiance collective, alors au niveau français, au niveau européen, avec, moi, je trouvais très intéressant au démarrage, toute cette notion qui était d'ailleurs dans l'Organisation mondiale du commerce du démarrage, c'est-à-dire d'avoir des clauses sociales, comment c'est fabriqué, par qui, dans quelles conditions, et des clauses environnementales. Je pense que le retour à des choses très basiques sur le sujet, quelles clauses sociales, quelles clauses environnementales, et quand on fait ça chez nous, entre guillemets, dans quelles conditions le fait-on, avec quelle transparence? Je crois qu'il y a quelque chose à rétablir pour construire quelque chose ensemble. Mathieu Croissando, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot avant que je donne la parole à Emmanuel Rivière qui a fait synthétiser tout cela en quelques secondes? Le débat sur le GM, c'est aussi un sujet qui n'est pour l'instant pas évoqué dans l'élection présidentielle, mais qui est l'acceptabilité des citoyens à des innovations, à des transformations. Ça pose cette question. Oui, mais la situation Mathieu. hypocrite dans laquelle on est, où on n'en produit pas, on d'accord. importe du soja Oui, on est OGM en d'accord. quantité alors qu'on n'a pas le droit de le fabriquer en Europe. C'est absurde. C'est absurde. Et pas que du soja.
Et après, il y a un effort de pédagogie à faire. Du coton. Et il y a un effort dans la décision politique, la faire accepter. Alors ça change petit à petit. Il y a la Commission nationale du débat public. Je pense à l'implantation des éoliennes qui commence à consulter davantage qu'elle le faisait auparavant. Des gens chevronnés. Et puis des citoyens qui peuvent en Exact. discuter. Emmanuel Rivière, vous avez le mot de la fin, Institut Cantar. La bataille de l'acceptabilité n'est pas perdue. Il y a un an, on adorait se décrire comme le pays le plus hostile au vaccin. Et on est presque le pays le plus vacciné au monde. Donc il y a moyen. Le tout, c'est de trouver les bons tiers de confiance. Et c'est vrai que je crois que vous avez bien résumé, Anne Le Vergeon, le défi politique du moment. C'est qu'aujourd'hui en France, pour attirer l'attention, il faut dire que la situation est épouvantable. Sinon, on passe au mieux pour un doux rêveur ou sinon pour un mystificateur. Et en même temps, il faut vendre du rêve. Et là, il faut savoir sur qui s'appuyer. Ça ne va pas se passer uniquement par les acteurs politiques. Il va falloir trouver les différents acteurs dans le monde de l'entreprise, dans le monde des médias, dans la sphère de proximité pour dire, voilà, grâce à ces gens-là, on peut se faire confiance mutuellement pour trouver un consensus. Il faut aussi apprendre à faire confiance aux Français, d'ailleurs, qui ne sont pas tant que ça à désespérer. C'est vrai, la question de consensus, c'est... Un pass écologique comme le pass sanitaire. Il faut quand même rappeler que le vaccin, c'est aussi quand on a dit aux gens qu'on leur interdirait d'aller au bistrot, que tout le monde laisse se vacciner. J'allais le préciser, c'est vrai que le pass sanitaire a encouragé quand même l'acceptation au vaccin et a accéléré quand même assez considérablement l'envie de se faire vacciner. Merci Anne Le Vergeon, vous avez un tout petit peu dépassé le temps que vous deviez nous accorder et on vous remercie car vous voulez nous quitter. Merci à Christiane Lambert, merci à vous deux mesdames, merci à Éric Revel. Christiane Lambert, vous allez potasser maintenant la PAC parce qu'il y a quelques pages à lire évidemment. Merci Éric Revel, directeur de publication de la revue L'Hémicycle et merci à Mathieu Croissando de nous avoir fait le plaisir de venir dans l'émission Défi 2022. La prochaine fois, eh bien, c'est un sondage exclusif Cantar apporté par Emmanuel Rivière sur les questions de sécurité parce que c'est un sujet d'enjeu présidentiel et ça ne sera pas Christiane Lambert ni Anne Le Vergeon. La surprise, bientôt, vous découvrirez nos invités. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci. Défi 2022 pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle pour les décideurs avec la sécurité, un thème majeur des Français, un sondage exclusif Cantar pour décrypter cet enjeu de la sécurité avec notre partenaire EPOCA et la revue L'Hémicycle. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.